to the movies. Frights, camera, action. Bonjour à tous, c'est Mister Cult. J'espère que vous allez tous très bien pour ce nouvel entretien ciné. Ça faisait très longtemps. Après différents invités que j'ai eu, ça fait à peu près 2 ans que je fais ce concept, que ce soit Cinéclectisme, la Station du comédien, le groupe alors du cinéma, Max Pereira, Méphilion, Morgan Ciné et j'en passe. Bref, de nombreux invités qui se sont prêtés au jeu. C'est autour d'une personne que je suis à peu près depuis ses débuts. On a à peu près commencé en même temps. Quelqu'un que j'apprécie énormément et dont ça me fait plaisir de l'avoir parce que ça faisait très longtemps qu'il n'était pas revenu sur la chaîne. L'un des maîtres du cinéma fantastique sur YouTube. Je veux bien sûr parler de La Grande Entrée et je vous envoie tout de suite. C'est parti. Bonjour. Salut Nico. Comment tu vas? Ça va et toi? Écoute, parfait. Alors pour les gens qui nous écoutent, la vidéo arrivera début de semaine prochaine. Là, j'ai eu une petite semaine de vacances, une grosse semaine de travail, mon anniversaire. Donc voilà, on avait un petit peu envie de... Voilà. Et là, on va reprendre petit à petit. Bah écoute, ça me fait plaisir de t'avoir. Surtout qu'en plus, comme j'ai dit, ça fait au moment où tu t'es un petit peu lancé sur YouTube, à peu près au même moment que moi, que je te suis. Et donc, du coup, je voulais savoir un petit peu pour les gens peut-être qui ne connaissent pas ta chaîne, parce que voilà, malgré tout, elle a quand même 6 ans. Et du coup, je voulais savoir un petit peu, que tu puisses un petit peu te présenter pour les gens qui ne connaissent pas ton travail. Merci beaucoup de m'inviter déjà, ça me fait toujours plaisir de venir parler avec toi de tout ça. Donc moi je m'appelle Arnaud Petit, je gère donc La Grande Entrée comme tu l'as dit, donc c'est une chaîne qui effectivement a dû s'ouvrir à peu près en même temps que la tienne, il me semble, aux alentours de début 2018, quelque chose comme ça. C'est ça, le 2 janvier 2018. Tu vois, t'es même mieux renseigné que moi, c'est fou. En fait, La Grande Entrée, je l'ai ouverte initialement dans le but de parler de littérature fantastique, c'était ce que je voulais faire, parce que j'estimais qu'on parlait pas assez de ce genre assez précis en littérature, sur le marché français en tout cas. Je trouve qu'il y avait toujours pléthore de jolies choses sur le marché américain, étranger et tout, mais que chez nous, c'était encore un petit peu timide et que c'était un petit peu noyé derrière tout ce qui était fantasy, science-fiction, qui sont des univers que j'aime beaucoup également, mais l'épouvante, l'horreur, c'est plus mon truc, comme tu le sais. J'avais plus envie en fait de me focaliser sur ce genre de truc. Et travaillant moi-même dans le littéraire, parce que je suis traducteur, ça représentait beaucoup de travail de parler que de lecture en fait, puisque je devais passer aussi une partie de mon temps à lire des livres, pas pour le plaisir, pour le travail. Et mon autre passion étant, tu le sais aussi, le cinéma, je me suis dit que j'allais faire en sorte de créer une chaîne qui parlerait de culture du fantastique et d'horreur, d'épouvante de manière générale. Et donc j'ai commencé à parler de cinéma. Il y a eu d'abord des analyses de films, puis des critiques sur l'actualité, qui est quelque chose que je fais plus trop maintenant. Le format littéraire s'est consolidé autour d'un format spécial qui s'appelle Hanté sans frapper, dans lequel je parle de livres. On est à 35 numéros, 36 numéros là actuellement. Et parfois des petites vidéos spéciales sur des thèmes qui me tiennent à cœur, comme La Famille Adams, que j'ai fait il y a quelques années de ça, qui avait pas trop mal marché. Qui a même cartonné au moment où la série Mercredi est sortie. Ça a été un ouf. Mercredi est sortie alors qu'elle était sortie peut-être 2 ans avant que Mercredi sorte sur Netflix, donc j'avais pas vraiment anticipé. Mais voilà, et donc du coup là, tu l'as peut-être vu, ça fait quand même quelques mois que je m'en occupe pas trop de la rentrée. C'est juste que j'ai eu beaucoup de travail, et encore heureux par ailleurs. Mais je vais bientôt y revenir. Ça va être un petit peu plus souple. Donc ma rentrée me manque, donc je vais revenir avec du contenu, et j'espère du contenu qui plaira. Voilà, j'ai décidé de plus me concentrer sur les choses qui m'intéressent plutôt que de devoir suivre absolument l'actu dont je me sens un peu prisonnier. Et j'ai pas trop envie de... Voilà, j'ai eu tellement de boulot ces derniers mois qu'en fait, j'ai pas été beaucoup au cinéma pour être franc, donc j'ai vu peu d'actu. D'accord, je comprends. Voilà, c'est suivi. Il doit y avoir, je sais pas, peut-être 5000 followers maintenant, quelque chose comme ça. Ce qui est ça à peu près, ouais. Plus que tout petit par rapport à YouTube, mais T'as ton public. Voilà, mais ils sont là, ils sont assez fidèles, les fantômes de la rentrée, parce que j'appelle les fantômes, les abonnés de la rentrée, sont assez fidèles, et ils viennent échanger avec moi, j'échange avec eux, j'essaie d'être le plus présent possible sur les réseaux sociaux pour discuter de tout ça, et j'y reviendrai de manière un petit peu plus assidue prochainement, parce que c'est important, et puis ça me manque beaucoup, voilà, forcément. Alors je reviendrai sur quelques petites questions par rapport à YouTube juste après, mais on va commencer déjà avec ton rapport avec le cinéma. Aussi
longtemps que tu te souviennes, quelle est ta première expérience cinématographique? Quel a été, quand tu as été jeune, le premier film qui t'avait marqué, que ce soit fantastique ou non? Peut-être on parlera un petit peu du cinéma fantastique juste après, mais d'abord déjà ton premier souvenir de cinéma. Mon premier souvenir de cinéma, alors dans le sens où je vois un film, hein, pas forcément où je suis en salle de cinéma. Mon premier souvenir de cinéma, c'est un peu trouble parce que ça doit être un Disney ou quelque chose comme ça, puisque je fais partie de cette génération où les vidéoclubs étaient très actifs et où on louait nos parents nous louaient beaucoup de vidéos. Puis moi, comme j'étais un enfant qui avait une petite santé, j'étais souvent à la maison malheureusement, et donc du coup pour m'occuper à l'époque, t'as pas d'internet, t'as pas de tablette, t'as pas de conneries, donc on te donne des cassettes vidéo qui sont jouées. Et moi, ça a été beaucoup de Disney, je crois. Parce que comme j'avais une petite santé, j'allais souvent à l'hôpital et on rendait les cassettes en retard. On rendait les cassettes très en retard. Donc le taulier du vidéoclub à l'époque a dit à ma mère ouais, mais enfin c'est un peu dommage parce que vous payez des pénalités de retard, parce que oui, c'est ce qui se passait à l'époque quand tu rendais une cassette en retard, tu la louais que pour un certain temps, si tu la rendais en retard, tu t'es payé des pénalités. Et ma mère leur a expliqué que niveau santé, ça allait arriver souvent du fait de rendre les cassettes en retard. Et du coup, ils lui ont proposé, les vidéoclubs n'existent plus maintenant, je peux le dire, en fait, ils ont piraté les cassettes. Ils ont fait des copies de tous les Disney qu'il y avait à l'époque, et contre une somme modique, j'ai pu récupérer des cassettes, tu sais, mais genre, des cassettes enregistrées, des VHS enregistrées dans des boîtes noires, et dans des petits boîtiers noirs. Et donc je les avais pas en super qualité, mais je les avais, quoi. Donc je saurais pas dire quel film est le plus que j'ai vu à cette époque-là. C'était vraiment fin années 80, donc ça devait être quelque chose qui devait se jouer entre les Aristochats, Basile détective privé et Taram et le chaudron magique. Ça m'étonnerait pas que ce soit Taram et le chaudron magique, hein, vu mes goûts très particuliers en matière de cinéma. Des Disney très sous-estimés d'ailleurs, je trouve. J'aime beaucoup ce film-là. Que j'aime beaucoup, moi, personnellement. Donc ça doit être un truc comme ça. Ça doit être un long métrage d'animation, mais après, comme je fais partie aussi de cette génération de vidéoclubs, et à l'époque d'Amblin et tout ça, ça devait être aussi quelque chose comme, il y a peut-être très certainement des films comme L'Histoire sans fin qui m'ont beaucoup marqué, qui était un gros souvenir. Les premiers SOS Fantômes, les premiers Indiana Jones, les premiers Star Wars, tout ça, c'était enregistré sur des cassettes VHS chez nous. Les Goonies typiquement, qui est un de mes un de mes premiers grands amours de cinéma. Et la première scène de cinéma dont je me souviens, c'est l'intro des Dents de la Mer. L'intro des Dents de la Mer, que je n'avais pas le droit de regarder, hein, tout jeune que j'étais, mais je me suis quand même caché derrière le canapé pour le regarder. Regarder ne serait-ce que l'intro, et je me suis chié dessus du haut de mes 4-5 ans. Et ouais, ça doit être première scène de cinéma, je dirais les Dents de la Mer. D'accord. Première scène de cinéma, ça doit être ça. Et en plus, ça va nous permettre un petit peu de bifurquer avec le cinéma fantastique, horrifique auquel tu es vraiment spécialisé. Donc voilà, je pense que ton premier gros souvenir, ça a été les Dents de la Mer. Et c'était un cinéma edgy en tout cas, enfin un cinéma toujours un peu à cette frontière c'est pour les enfants, mais c'est un peu pour les adultes aussi, tu vois. C'était pas vraiment. J'ai pas grandi avec des trucs typiquement pour les enfants dès le départ, aujourd'hui qui seraient pas considérés comme typiquement pour les enfants dès le départ. Tu vois, Taram typiquement, ça a été un beat parce que ça a été jugé comme beaucoup trop dark pour les petits enfants, et même dark, toute proportion gardée, tu vois. Mais je sais que l'autre jour, on a regardé pour la première fois depuis très longtemps, on a regardé Basile détective privé, et je m'émerveillais en fait de voir qu'un truc comme ça était pour les enfants à l'époque, parce que tu sais, ça peut paraître bête aujourd'hui, mais ça clope, ils boivent des bières, son esthétique un petit peu de film noir, très années 30. Noir, très brumeux, le Londres, le fog, et puis même la scène finale où Ratigan devient fou et donne des coups de griffe dans la gueule voilà, c'est un vrai méchant, quoi, qui griffe, qui fait saigner, donc c'est des petits détails qui peuvent paraître tout con comme ça, mais je me disais, aujourd'hui, les dessins animés typiquement pour enfants ressembleraient pas à ça. Aujourd'hui, je dirais que c'est peut-être un petit peu plus accessible pour un adulte, curieusement. Tu vois, alors moi je suis pas forcément sur les remakes live, mais Disney en particulier, mais là où on propose des Aladdin, des Rois Lions, qui déjà le film original était des succès, je me dis pourquoi vous prenez pas justement des films comme Basile ou le Taram et le chaudron magique, qui ont été des échecs à leur sortie et qui malgré tout ont quand même un certain public, qui ont été quand même marqués par ces films-là, et justement
de les remettre au goût du jour pour dire bah ouais, regardez, il y a ces films-là qui sont sortis dans les années 80. Disney a un petit peu tout fait pour les mettre de côté, les oublier. Là, je veux dire, je pense que ça mériterait peut-être d'avoir un remake, surtout qu'en plus, par exemple, t'as Armée le Chaudron Magique, je crois que c'est une saga littéraire de 5 bouquins. Si le film marcherait, il y aurait moyen de développer une grosse saga cinématographique. Donc c'est dommage. Je me suis dit ça, mais je pense que si jamais il devait récupérer, je sais pas où en sont les droits des livres de Alexander, je me rappelle plus le nom je les ai lus en plus, ils sont vachement bien. Je sais pas si Disney en a encore les droits, mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, il pourrait faire une série Netflix, tu vois, pour tenter le truc. Après, il serait peut-être plus respectueux des bouquins, donc l'univers sera un peu différent, je sais pas. Ouais. Après, dans les faits, il me semble que tous les live action qui ont été dérivés de Disney mineur n'ont pas vraiment marché. Si je m'en tiens à, je sais pas, l'adaptation de Winnie l'ourson, par exemple, qui était hyper sympa parce qu'elle partait sur autre chose, justement, bah, en fait, ça a pas bidé, mais ça a pas fait le milliard dans Aladdin, par exemple. Après, je crois que c'était sur Disney+, hein. Je crois que c'était sur Disney+, hein. C'était pas en salle, hein. En tout cas, j'ai peu de souvenirs. Le Winnie, tu veux dire? Ouais, le Winnie l'ourson, j'ai pas de souvenir de l'avoir vu en salle, hein. Moi, je crois qu'il était directement sur la plateforme. Je l'ai vu en salle, c'était bien avant le lancement de Disney+, en fait. D'accord. Ou même le Dumbo de Tim Burton, ça a pas fait un carton de ouf, hein, alors que ça prenait le parti d'aller ailleurs, tu vois. Donc, ouais, dès que ça change un peu les habitudes, le spectateur, il est un peu, tu sais, il se repose un peu sur ses lauriers, mais disons qu'il a des petites habitudes et il aime pas sortir de sa zone d'habitude. C'est ça. Bah, tu sais, c'est quand on parle des différentes adaptations de La Belle et la Bête, pour le grand public, ils se rappellent juste de la version Disney, alors que tu as envie de leur dire, c'est pas ça du tout, quoi. Donc voilà. On va revenir un petit peu au sujet principal, un petit peu le cinéma fantastique. Donc tu me parlais un petit peu de ta première scène qui t'avait marqué la scène d'ouverture des Dents de la Mer. À ce moment-là, quel était un petit peu le déclic de te dire tiens, le cinéma fantastique, c'est quelque chose vraiment qui me parle un petit peu plutôt que de parler d'être lié je sais pas, la comédie, l'action, vraiment la science-fiction, la science-fiction, le cinéma fantastique, ça a été un petit déclic. Quelle a été la chose qui t'a attiré pour partir dans ce genre cinématographique plus que les autres? Ça venait pas des Dents de la Mer pour le coup, parce que j'étais un peu trop jeune pour vraiment me rendre compte de ce que c'était que du fantastique ou de l'horreur. Ou je savais ce que c'était que la peur, je savais ce que c'était que le rire. Et en fait, peut-être pour répondre à ta question, je pense que dans les années 80 aussi, enfin tout ce cinéma avec lequel je grandis vis-à-vis du moment où je suis né, je trouve qu'il y avait beaucoup de mélange de comédie et d'horreur en fait sur des produits à destination du grand public. Si tu regardes encore une fois Indiana Jones, c'était flippant en fait à un certain moment. T'avais les productions en blanc, genre Gremlins, typiquement c'était drôle, mais en même temps c'était un petit peu terrifiant quoi. SOS Fantôme, c'était un petit peu flippant. Il y avait un peu tout ça, mais ça restait un truc grand public quoi. Ça restait quelque chose de grand public, donc en fait on est sur une espèce d'ADN de cinéma qui à moi me correspondait vraiment bien. Avec lesquels j'ai grandi, avec lesquels après je voyais des films d'horreur aussi petits, et c'était par la force des choses parce que j'ai 2 grands frères, et les grands frères ils regardent des trucs qui sont plus interdits, et toi t'es le petit frère dans les pattes, t'es curieux, tu veux aller voir, bon après tu regrettes parce que tu fais des cauchemars, et puis ta mère engueule les... Après paradoxalement j'ai pas souvenir non plus que mes parents étaient très restrictif vis-à-vis de ce que je regardais. Bon ils surveillaient quand même les cassettes quoi. S'il fallait me montrer Mary Poppins, ils me mettaient Mary Poppins, tu vois. Si je leur demandais les griffes de la nuit, ils allaient pas me les mettre, c'est fin, quoi. Mais il y avait cette notion aussi de cinéma interdit en fait. C'est quand tu sais que tel film est terrifiant parce que les grands frères l'ont regardé, et puis après tu te dis je vais me challenger et je vais le regarder. Quelque chose que j'ai plus après, c'est-à-dire j'ai jamais vraiment regardé de l'horreur pour me challenger, je l'ai regardé pour la notion de plaisir en fait. Quand à partir du moment où je suis devenu ado, je me suis rendu compte qu'un film, un film c'est plus qu'un film quoi. Un film ça peut être un reflet sur ta réalité du quotidien, ça peut être le reflet de questions sociales, ça peut être le reflet de choses très intimes et personnelles. Aujourd'hui, peut-être plus que maintenant, d'ailleurs, on fait beaucoup de cinéma d'horreur d'auteur maintenant, c'est devenu quelque chose de bien accepté, ce qui est très bien. Et ça m'a toujours fait rire ça, d'associer des mecs aujourd'hui comme je sais pas Jordan Peele, Ari Aster comme des auteurs, alors que moi qui comme toi je suis fan de cinéma d'horreur, mais en fait on a toujours eu des horreurs dans le genre. Carpenter, Romero, Cronenberg, ce sont des auteurs. Mais j'ai l'impression qu'à une époque le cinéma d'horreur c'était un petit peu pour les
les studios, c'était un petit peu les trucs dans le coin, c'est genre, ouais, bon, ça va marcher ou ça va pas marcher, mais on a un petit peu honte de faire ça, quoi. Alors, je pense pas qu'il y avait une notion de honte, parce que je pense qu'ils avaient été quand même conscients d'avoir, en tout cas jusqu'à un certain point de la carrière de ces mecs-là que tu cites, ils étaient conscients d'avoir affaire à des mecs qui pouvaient leur rapporter potentiellement des monstres de fric. Hein. C'est presque ce qui aurait pu se passer avec Carpenter si The Thing avait marché. Hein, on connaît l'histoire, mais ça l'a un peu relégué à être un réalisateur de genre. Mais il n'empêche qu'il a fait des petits succès assez cool, sans que ce soit les gros succès hollywoodiens auxquels il aspirait. Mais il y a eu quand même des petites notions de succès chez des tas de mecs comme ça, puis même des mecs qui ont fait de l'horreur, ont fait des grands succès à Hollywood. Je pense typiquement à John Landis. John Landis qui se permet de te faire le Loup-garou de Londres pour te faire les Blues Brothers avant, tu vois. Donc c'est un peu énorme. C'est-à-dire que le mec qui fait les Blues Brothers, ce grand succès, à ce moment-là, quand ça sort, on se dit après ce mec va faire un film d'horreur. C'est assez génial, quoi. Donc, tu vois, c'est un peu toute proportion gardée. Si demain tu me disais que Damien Chazelle, il allait faire un film d'horreur, je serais hypé de ouf, en fait. Me dire, si jamais Damien Chazelle fait un film d'horreur, mais je veux voir ça, quoi. Le mec qui a fait La La Land et Babylone qui s'attaque à de l'horreur, bah ouais, je serais curieux de voir ça. Et c'est pas des grands écarts qu'on a aujourd'hui, avec les auteurs entre guillemets de cinéma, quoi. T'as des auteurs d'horreur directement, pas trop des auteurs de cinéma qui se mettent à faire de l'horreur. C'est un peu paradoxal. Il doit sûrement y avoir un exemple qui là ne me vient pas en tête, mais oui, ça doit exister. Alors on parlait un petit peu des Dents de la Mer qui t'avaient vraiment marqué très jeune, mais au moment où vers l'adolescence où clairement t'as envie de te focaliser sur le cinéma horrifique, c'était un petit peu avec quel film où tu t'es dit je vais me lancer dans l'horreur et je vais commencer avec celui-là. Voilà. Est-ce que par exemple depuis tu as eu je pense que tu aimes l'horreur dans sa globalité, mais est-ce que ça t'a amené à être plus axé, je sais pas, sur le slasher, sur les films de zombies, sur le torture porn, où il y a ou les créatures mythologiques par exemple? Les slashers, moi j'ai toujours été un fan de monster movie, typiquement c'est un peu ce que je préfère, les films dans lesquels il y a des créatures, tu vois, c'est là que comme je suis aussi un bon fan de maquillage et d'effets pratiques de plateau et tout, j'aime bien tout ça. Donc ça c'est le genre de truc que je préfère, mais là où j'ai commencé, je pense, à vraiment me rendre compte que tu pouvais aller au-delà juste au-delà du principe de cheap thrills, quoi, du frisson facile, c'est en regardant La Nuit des Morts Vivants de Romero, qui était déjà un vieux film quand moi j'étais ado, hein, mais qui en fait m'a laissé ce petit effet, coup de poing à la fin où je me suis dit, waouh, tu vois, t'es ado, t'as disons, je sais pas, 14 ans, 15 ans, et tu as déjà les tips pour décrypter un récit. En tout cas, moi j'ai fait littéraire après, donc si tu veux, j'étais déjà bien axé sur les livres, la lecture, l'écriture, comment ça marche, tout ça. Et en voyant La Nuit des Morts Vivants, enfin, j'ai compris que c'était un truc à charge contre le système, quoi. Et je trouvais ça énorme. Et je savais déjà à peu près vaguement ce que c'était que la guerre du Vietnam, parce que j'avais vu des films qui se passent à la guerre du Vietnam, et je savais que c'était un sujet machin, quoi. Donc très cinéma américain, hein, forcément, même si je regardais aussi des films français. Mais et là, en fait, j'ai commencé à comprendre, dire ouais, c'est quand même fou qu'un film, juste un film de zombies, un film d'horreur, puisse me raconter un truc, quoi. Et là, j'ai commencé vraiment à plonger dans les magazines, dans le peu de livres qu'on avait à l'époque, que tu pouvais choper dans des bibliothèques, mais c'était assez rare que j'y fasse des tours. C'était plutôt les magazines où là, je lisais des articles de mecs qui étaient passionnés. Mad Movies, l'écran fantastique, je sais pas si ça existait déjà. Typiquement, il y avait ça à l'époque, il y avait d'autres magazines un peu à l'époque, mais même tu pouvais trouver des dossiers de cinéma dans des revues de jeux vidéo, par exemple. Alors, tu vois, si jamais tu lisais un article sur le dernier Resident Evil, t'avais des mecs comme Georges Grouard qui gérait RPG Magazine ou des trucs comme ça à l'époque, qui pouvaient te balancer toute la filmo de Georges Romero pour dire regardez, c'est influencé par ça, et puis c'était ouf parce que socialement c'était engagé et tout. Et moi, toi, tu fais waouh, en fait, il y a tout un monde qui s'ouvre à moi, c'est trop bien. Et à partir du moment où t'as vu que Les Griffes de la Nuit de Wes Craven, tu te rends compte bah il a fait d'autres trucs. C'est que tu comprends qu'il y a aussi des trucs à charge politique, il y a des messages sociaux, il y a plein de trucs. En fait, c'est tellement riche. En fait, moi, je pars du principe que le cinéma d'épouvante, en fait, est le cinéma le plus conscient qui soit. Et c'est pour ça qu'il se réinvente sans arrêt, qu'il y a toujours des nouvelles propositions. J'adore les thrillers, tu vois, j'adore regarder un bon thriller. Mais est-ce que c'est un genre qui est éternel dans le sens où il se réinvente sans cesse? Non, je trouve que le thriller, pour qu'il y ait
un film, un nouveau film tous les 5-6 ans qui arrive à rebattre les cartes, c'est quand même très rare, quoi. Tu vois, un Usual Suspect ou un Seven, c'est assez rare qu'on ait droit à un nouveau truc comme ça, alors que l'horreur, maintenant, on a bien compris que c'est conscient, t'as toujours une espèce de petit step et tout qui arrive, et je trouve ça toujours passionnant à suivre, et du coup, je deviens même plus difficile, hein, moi qui suis quand même bon public. Maintenant, j'ai tendance à dire, ouais, t'as intérêt à taper assez fort film pour bien me casser la gueule, mais c'est peut-être parce que j'ai vu beaucoup de choses maintenant et que je suis pas blasé, hein, faut pas dire les choses comme ça. Mais je suis d'accord, c'est un petit peu le même truc, c'est que je pense que quand t'as un genre en particulier auquel t'es vraiment familier, t'as vu tellement de films dehors que tu connais toutes les ficelles, tu connais tous les codes, bah quand t'as un nouveau film de zombies qui sort, bah tu t'attends peut-être à autre chose au niveau du discours, au niveau de la mise en scène, et forcément aujourd'hui, soit tu regardes d'un point de vue entertainment, où bah tu vas vite l'oublier, soit tu essaies de voir un petit peu ce qu'il pourrait apporter de nouveau. Là par exemple, il y a un nouveau film de zombies qui sort fin du mois, alors moi j'ai vu au FEPS l'année dernière, qui s'appelle We Are Zombies, qui a l'air vraiment excellent, où justement en fait c'est les zombies cohabitent avec nous, ils sont conscients, ils ont pas envie de te bouffer. Bon, il va se passer un truc, mais là je me dis là ok, là il y a un petit peu d'originalité. En fait c'est ça, c'est aujourd'hui j'essaie de chercher un petit peu de la petite pépite plutôt que de regarder même la grosse production horrifique qui peut me marquer, comme par exemple je sais pas, alors grosse production dans le cinéma d'horreur, c'est un peu vague parce qu'en général non, c'est James Wan, quoi. Voilà, c'est James Wan, ou alors les derniers Scream qui, malgré tout, les Scream ont toujours coûté cher. Mais là où cette année, bah, on a quand même Immaculé, on a quand même le cinéma d'horreur dit d'une saga qui a pris le risque de faire un préquel à la Malédiction, auquel j'attendais pas spécialement grand chose et qui m'a énormément surpris. Donc voilà, ouais. on verra. Je l'ai pas encore vu, tu vois, j'ai du retard sur cette aussi, mais il paraît que c'est vraiment bien. Ouais, pas mal du tout, et moi en plus qui suis un gros fan de la saga originale, le classique de Richard Donner. Au niveau donc tu parlais un petit peu de l'horreur et de tout ce que toute une mythologie, tout un univers peut apporter, et que justement c'est un genre en perpétuel renouvellement. Malgré tout, est-ce qu'il y a au fil des années un cinéaste qui te parle plus que les autres? Bon, forcément, il y a des cinéastes que tout le monde connaît, mais auquel toi tu te reconnais dans sa mise en scène, dans son esthétique, dans son discours. Moi, j'ai jamais trop caché que j'étais un énorme fan de Burton. C'est mon gars. Tu vois, après, je suis conscient des défauts du mec. Hein. Il en a beaucoup ces dernières années. Bien sûr, je pourrais faire des heures de débat sur la question. Tu vois, par exemple, là, il y a Beetlejuice 2 va sortir dans 2 mois et je suis pas hypé du tout. Tu vois, j'en veux pas de ce projet. J'en veux pas. Et pourtant, je vais y aller. Je serai le premier dans la salle. Je serai le premier en presse. Si j'ai la presse, j'irai. Tu vois. Mais je suis pas impatient du tout, quoi. Du tout. Mais c'est un mec dans lequel je me suis toujours beaucoup retrouvé parce qu'il a su allier, le macabre et la poésie et des références à un vieux cinéma. Moi, je souffre d'un truc en fait que j'arrive pas. Il y a un mot, je le connaissais, mais j'arrive plus à le trouver, qui fait que je me sens nostalgique de choses que j'ai pas vécues. Donc, c'est pour ça que j'aime bien le vieux cinéma aussi, que j'adore. La Hammer ou les trucs comme ça que j'adore, ces vieux films-là avec cette esthétique un peu rétro. J'aime bien ce qui est rétro et j'aime bien en découvrir des nouveaux que j'ai pas vus, des nouveaux vieux que j'ai pas vus. Tu vois, j'aime bien cette dynamique de découvrir des vieilles choses. Et lui, c'est un cinéaste qui a toujours fonctionné par la ref. Et au début de sa carrière, en tout cas la première bonne moitié de sa carrière, ça a toujours été des refs bien digérés, bien amenés, bien rebattus et bien ramenés dans un contexte bien à lui que je trouvais toujours kiffant. Et ça a toujours parlé à la fois, c'est cliché ce que je veux dire, mais ça a toujours parlé un peu au gamin qui en moi et que j'ai toujours été, et à l'adulte un peu exigeant que je suis maintenant, quoi. Bon, bah, moins sur les dernières prods, tu vois, mais maintenant dans les vraiment récents, des mecs qui m'auraient ou des dans l'horreur pure peut-être. Dans quoi? Parce que, après Tim Burton, c'est pour ça que je parlais vraiment horreur. Horreur. Ouais. Horreur pure. Alors, pour l'instant, je trouve qu'on n'a pas encore des filmos assez conséquentes pour les nouveaux noms de l'horreur. Tu vois, j'attends de voir ce que vont faire les nouveaux créateurs et les nouvelles créatrices du game. Bon, j'aime beaucoup Jordan Peele, même si j'ai pas adoré Nope. Je reconnais que je l'ai pas adoré, mais il faudrait que je le revoie. Mais c'est un gars qui me propose des trucs qui me causent direct, quoi. Je vois ce qu'il raconte, il le raconte bien. Même les gens qui n'avaient pas trop aimé Us, moi je l'ai préféré à Get Out, même si j'ai adoré Get Out. Moi j'ai bien aimé. Il y a 2 ans, il y a un film qui s'appelle The Power qui est sorti. Oui. D'une réalisatrice dont je ne me rappelle
pas le nom, ça me fait chier là tout de suite, je l'ai sur le bout de la langue, j'arrive pas à retrouver. J'avais adoré cette propale et vraiment ce film m'avait vraiment énormément plu. C'est une ghost story, mais c'est un peu une ghost story. Coriana Face. Coriana Face, voilà. Elle est irlandaise, je crois, un truc comme ça. C'est ça. Elle est super bien. Tu sens la sensibilité de Grande-Bretagne, quoi, entre guillemets, qui a dans son cinéma, dans sa façon de présenter les choses. J'ai adoré son récit. C'était pertinent, c'était flippant, il y avait tout ce que j'aime voir en horreur engagée, si j'ose dire. Tout était là-dedans. C'était vraiment très bien foutu. Il y a Lee Cronin que j'aime bien, qui a fait le dernier Evil Dead. Evil Dead, oui. Evil Dead Rise que j'ai adoré, que j'ai trouvé top. Je l'ai acheté en Blu-ray il y a quelques jours. Lequel Evil Dead Rise. Ah, Evil Dead Rise, ok. Je l'ai acheté en Blu-ray, tu vois, direct, je l'ai vu dans un bac, je fais, tu sais quoi, je veux l'acheter, je veux qu'il ait mon fric, je veux que ce mec-là en fasse d'autres, il avait fait un film qui s'appelait The Hole in the Ground, un truc comme ça, oui. Juste avant, qui était pareil, qui était bien, vraiment bien foutu. Voilà, mais c'est des petits, c'est des petits auteurs, tu vois, au fur et à mesure, je me dis, tiens, lui, je vais surveiller. J'aime beaucoup Denis Villeneuve, hein, par exemple, je trouve qu'il fait des choses très chouettes alors qu'il me parle pas tout le temps, mais j'aime son cinéma, j'aime son audace, j'aime ce qu'il propose. On a, comme je l'ai dit avant, on a Ari Aster, ou encore son nouveau film va sortir, Ty West aussi, avec sa trilogie X. Alors, pour le coup, moi, je t'avoue, alors, j'ai pas encore vu Pearl. Moi non plus, je dois le rattraper. Mais j'ai pas adoré X. Je sais pas si on en avait parlé sur Twitter, toi et moi, ou je sais pas, mais c'est vrai que moi, à l'époque, j'ai vu X et j'ai fait tout ça, ouais. La hype était pas à la hauteur de ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu, c'est un bon hommage au cinéma d'exploit des années 70. On sait qu'il aime ça, mais non, je sais pas, ça m'a pas emballé. Je trouvais ça peut-être un peu facile de vouloir me faire flipper avec des vieux, un peu des catis et des trucs comme ça. Je suis pas très sensible à ces clichés-là. C'est pas que c'est pas bien fait, hein. Voilà, c'était cool, mais en fait, c'était trop. Les influx trop évidentes et trop. J'ai pas mordu. Je verrai Pearl. J'ai vu la bande-annonce de Maxime qui fait que je suis un peu curieux. Mais Ty West, je suis pas. Moi, ça passe ou ça casse. D'accord. Ty West, pas. J'adore pas. Et qu'est-ce que tu as cité juste avant? Ari Aster aussi. Ari Aster, ouais, qui est très bien. Pour le coup, je crois que je préfère Robert Eggers. Robert Eggers, qui va nous sortir bientôt son Nosferatu. Je suis assez impatient, je t'avoue, vu que je suis assez fan du film de Murnau, donc j'ai très envie de voir ça. Là, on est sur une résurgence du cinéma gothique, et j'adore ça aussi, le cinéma gothique. Et j'aimerais bien qu'on ait un peu plus, mais quelque part, plus il est rare, plus il y a de chances qu'il soit bon. Donc, espérons que là, on tombe sur un truc, une belle proposition. J'ai pas encore vu The Northman aussi, donc tu vois, comme quoi j'ai un peu de retard. J'étais moins sensible au délire viking. Ouais. Mais je sais que je le verrai, et oui, lui, j'aime beaucoup ce qu'il propose. J'aime vraiment beaucoup ce qu'il propose. Tu penses quoi de l'évolution de la carrière de James Wan, qui est un petit peu parti sur des grosses productions, là où je trouvais que la première partie dans les années 2000, il prenait un peu plus de risques, et j'ai l'impression qu'à partir de Conjuring, on s'est dit, bon, moi, je peux faire un petit peu les films que je veux, je me permets des grosses productions chez DC, et puis après, je reviens un petit peu à des délires gore, et je sais pas, j'ai l'impression que la filmographie de James Wan, elle est pas très cohérente, en fait. Je sais pas ce que t'en penses. En fait, James Wan, c'est pas un auteur, quoi. C'est pas un auteur, ce qui fait qu'il a pas de ligne directrice. Je pense que c'est pas un sale gosse non plus, c'est pas un quepon à la, c'est pas un mec qui fait juste je fais ce que je veux en étant engagé. Non, c'est un type qui a peut-être aussi envie de percer à Hollywood, un peu comme Carpenter voulait le faire initialement, hein. Ça se trouve, Carpenter, il aurait fait que des films mainstream à partir du moment où ça marchait, hein, qui sait. Mais dans l'idée, James Wan, moi, je t'avoue que je suis pas forcément fan du gars. Il filme très bien. C'est un très bon metteur en scène. J'adore pas les Conjuring, mais je reconnais la qualité du truc, quoi. À partir du moment où c'est plus dans ses mains, c'est plus intéressant. Donc, en tout cas, à mon sens, ça devient plus très intéressant. C'est comme Insidious, hein. Mon préféré, moi, c'est Death Sentence. Ouais, pareil, il m'a mis une grosse claque. Même si j'ai pris un plaisir régressif devant son Malignan, auquel je me suis vraiment écouté. Là, un peu comme un Evil Dead, quoi. Je me suis fait un petit kiff. J'ai eu l'impression de retrouver un délire à la Sam Raimi. Ouais. Ça m'a pas déplu, du coup. J'ai pas adoré, mais franchement, j'ai passé un bon moment, et voilà. Après, ouais, les Fast and Furious, les trucs comme ça, c'est pas trop ma came.
Mais, en fait, je pense que le Fast and Furious 7 qu'il avait fait, c'était comme Conjuring venait de sortir et qui avait cartonné. On s'est dit, comme c'était la même boîte, hein, je crois que c'était Universal, on s'est dit, tu nous fais Fast and Furious 7 et puis après ton Conjuring 2, tu as carte libre, on te donne le budget que tu veux. Donc je pense que ils sont mis un petit peu d'accord, tu vois. Après, là, il va faire. Il bosse sur une adaptation du mythe de Cthulhu. Ouais. Je suis un peu comme ça, je t'avoue. Assez fan de Lovecraft. Bon, pas au point d'en être hystérique, tu vois, mais j'adorerais voir une belle adaptation de Lovecraft dans son jus. C'est-à-dire, si on peut la voir début 20e, avec les mecs en fedora et tout, j'adorerais voir ça. Mais on va peut-être pouvoir bifurquer par rapport au cinéma. On est parti sur le cinéma, on va peut-être pouvoir justement bifurquer sur le côté littérature aussi. Donc, quels sont un petit peu les auteurs qui te parlent le plus? Littérature, moi j'aime beaucoup de choses. Je me faisais la réflexion là, il n'y a pas longtemps en pensant à un truc qui s'était dit avec une copine, que je lis beaucoup d'auteurs morts. Non, mais j'en lis beaucoup. Je pense que je lis 50% d'auteurs morts et 50% d'auteurs vivants, parce que j'aime beaucoup la littérature classique et ce genre de trucs, donc je lis pas mal de trucs. En ce moment, par la force des choses, je lis pas mal d'auteurs français, parce que je sais qu'il y a des auteurs français il y a quelques auteurs et autrices qui m'ont envoyé leurs bouquins pour que j'en parle, et je leur ai dit, bah, vu que je suis un peu débordé, j'en parlerai quand j'en parlerai, quoi. Et je découvre un peu des plumes et des trucs qui sont assez sympas. Mais c'est vrai que mes auteurs préférés, mes autrices préférées, ça va être tout ce qui vient de l'ère victorienne et tout ça. Les mecs genre Oscar Wilde, qui est un de mes auteurs préférés, Arthur Conan Doyle, tous les mecs qui faisaient des histoires de fantômes, mais tu sais, pour bouffer, limite, mais en fait, ils en ont sorti des trucs terrifiants, quoi. Les histoires de fantômes de Dickens, qui étaient à la fois très drôles, très engagées, un peu flippantes, j'aimais bien ça. Alors, dans un autre univers, je suis fan de Clive Barker. Ah. Clive Barker, c'est mon gars. Là, il a 70 ans, Clive Barker. Il va enfin se remettre à réécrire. J'ai trop hâte, quoi. Il a l'air d'être vraiment parti pour sortir des trucs. Donc, la suite tout ça, j'adorerais voir ça, quoi. C'est génial, quoi. J'aurais tellement voulu que sa carrière cinématographique prenne une autre direction. Malheureusement, il a eu beaucoup de mal, que ce soit Cabal ou le maître des illusions, que moi j'apprécie énormément, mais il a eu tellement moyen de faire tellement de choses pour le cinéma d'horreur, et malheureusement c'est dommage. Alors c'est intéressant les noms que tu me sors, parce que il y a pas longtemps j'étais au Bloody Weekend et j'ai fait un petit peu des interviews des différentes personnes qui avaient leur stand, et en général quand je leur demande un petit peu pour les écrivains quelles sont tes références, bah forcément ils me sortent Lovecraft, ils me sortent Stephen King. Là le fait que tu me sortes un petit peu des auteurs beaucoup plus anciens, j'aime bien, là, tu vois, ça me sort un petit peu de l'originalité, sans vouloir remettre en question leur travail. Attention, hein, c'est parce que je voulais pas citer King parce que c'est obvious, mais bien sûr que j'en suis un fan invétéré. Faut pas, tu vois, bien sûr. J'aime moins ses derniers bouquins. Je suis moins fan, mais lui, j'adore Joel, son fils. J'adore ce qu'il fait. Donc j'ai eu la chance de traduire une BD à lui qui s'appelle Basket Full of Heads, qui est un récit d'horreur très drôle. J'ai passé un bon moment dans la veine de Lovecraft, mais assez différent de Lovecraft malgré tout. Il y a un auteur que j'adore, dont je suis extrêmement fan, qui s'appelle William O. Hodgson, qui est un spécialiste de l'horreur dite maritime. C'est un mec en fait qui s'est engagé en tant que mousse très tôt sur un bateau et qui en fait dans son enfance a découvert tout de suite ce que c'était que l'horreur de la mer, quoi. Tu sais pas ce qu'il y a sous les flots, tu sais pas ce qui peut se cacher sous la surface, plus le fait qu'il se faisait bolosser par les marins plus d'expérience, les loups de mer, alcooliques et tout le bordel. Donc en fait, il a vécu une sorte d'expérience traumatique. Et quand il est rentré au pays, en fait, il a ouvert une salle de muscu, il s'est fait de la gonflette et il a commencé à écrire. Et il écrit des récits d'horreur qui se passent en mer avec des pieuvres énormes, des créatures qui viennent d'autres strates de dimensions de la mer. T'as des nouvelles, t'as des romans, t'as un roman qui s'appelle Les Pirates Fantômes, que je trouve authentiquement terrifiant. Et ça, c'est un mec notamment que Lovecraft a lu et Lovecraft l'a adoré, tu vois. Donc, William O. Hodgson, il n'y a pas énormément de choses à lire, il y a 5 romans et un paquet de nouvelles, mais j'adore ce genre de truc, j'adore. D'accord. Voilà, par exemple. Avant d'entrer dans le vif du sujet avec le film du jour, parce que là, tu as déjà bien développé ta passion pour le cinéma, ton rapport à l'horreur et le côté littérature, on va revenir un petit peu sur YouTube. Donc, comme j'ai dit, tu as créé ta chaîne début 2018. Quelle a été ta volonté de dire, tiens,
je vois je suis plein de youtubeurs et j'ai envie de prendre ma caméra et j'ai envie de me lancer aussi dans YouTube en parlant de quelque chose qui me plaît. Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans le YouTube ciné game? L'ennui déjà. Non, parce que je crois que début 2018, j'avais moins de choses à faire, j'avais moins de travail, il y avait un petit blanc comme ça dans mon travail. Il me semble que j'étais en post-rupture en plus, donc c'était un petit peu une période, tu sais, voilà, comme ça. Et moi, je suivais pas encore beaucoup de youtubeurs, en tout cas pas beaucoup de ciné, mais aux États-Unis, t'avais un mec qui s'appelle James Rolfe, le Angry Video Game Nerd. Oui. Qui faisait surtout des vidéos de jeux rétro. C'est une des influx du joueur du grenier, le mec. D'accord. Ouais. En fait, il s'avère que ce mec-là, c'est aussi un fanatique d'horreur. Et il avait un programme qui s'appelait Ciné Massacre Monster Madness, où il faisait des petites vignettes sur des films. Tous les ans, pour Halloween, il faisait un calendrier. Comme aujourd'hui, on en fait, genre sur YouTube, nous aussi. Et j'adorais la façon dont il présentait le truc, c'était un passionné. Et il parlait aussi de vieux cinéma, tu vois. Il a décidé de parler des premiers Universal. Après, il a fait un spécial Godzilla. Enfin, il a fait plein de trucs. Et j'étais là en mode, waouh, c'est vrai qu'on peut parler de sa passion du cinéma comme ça sur YouTube, c'est trop cool. Et je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, en tout cas, il y en avait pas beaucoup en France. Et je me suis dit, tiens, bah, j'aimerais bien tenter, pas pour faire du fame, hein, mais juste pour parler d'un truc qui me fait plaisir, parce que j'écrivais déjà, mais l'écrit me satisfaisait pas beaucoup, je me sentais pas beaucoup lu. Niveau référence dans le cinéma fantastique, enfin sur YouTube, on avait Le Fossoyeur chez nous, c'était à peu près le seul nom qui ressortait à ce moment-là. Ouais, c'était un vidéaste qui parlait du cinéma de genre, c'était plus un théoricien, si tu veux. Moi, je voulais faire... j'aime la théorie, j'aime l'analyse, j'essaie d'en faire le plus souvent possible. Mais je voulais faire ça à mon petit niveau, sachant que je savais même pas tenir une caméra. J'ai demandé à un ami à moi de m'apprendre à faire du montage, avec mes petits tips, avec mes petits moyens, essayer de tenter un truc. Et en fait, il s'avère que je me suis rendu compte qu'il y avait un petit public pour ça, donc j'ai continué. Je suis revenu à la littérature au milieu en me disant, bah, je vais essayer de dresser des parallèles entre les deux. J'aime beaucoup le concept d'adaptation, ça me plaît beaucoup, les gens qui prennent un bouquin, une BD, et qui en font une proposition pour le grand écran. J'aime beaucoup la rencontre des deux médiums et voir ce qui va se passer. Tu sais, je trouve ça excitant. Ce qui fait que je continue à m'exciter quand un Marvel va être fait, alors qu'il y a 90% de chances que ce soit pas bien. Je me demande toujours comment ils vont faire pour présenter le truc. Tu vois. Donc voilà. Et en fait, je me suis lancé là-dedans juste pour me divertir moi, en espérant que ça plaise à des gens et qu'il y aurait moyen de discuter avec d'autres passionnés. Et nous voilà, tu vois, on discute, on échange de temps en temps, toi et moi, avec d'autres gens, d'autres passionnés. Puis et je trouve ça très chouette, je trouve ça super sympa. Voilà. J'aime beaucoup aussi ce qui m'a marqué quand j'ai commencé à voir tes premières vidéos, c'est aussi que tu t'étais pas juste comme certains avec t'as l'impression le même décorum où tu vois leur fond avec le même lumière, les mêmes jeux, les mêmes films, où tu soignais un petit peu la lumière, t'avais une tenue un petit peu ténébreuse, t'avais un décorum assez particulier, t'avais une esthétique très marquée et t'avais aussi un débit de parole où t'avais une voix qui se voulait voilà, je vais vous parler de cinéma et en même temps j'avais envie un petit peu d'être sombre dans la façon de parler. Voilà, c'est ça, dans la tonalité. Et c'est ça que je mets beaucoup avec ton personnage, en fait. Je scripte, en fait. Moi, j'ai un peu de mal à être. C'est pas que je suis pas spontané dans la vraie vie, mais je t'avoue que quand je fais une vidéo, j'arrive pas à être très spontané. C'est pour ça que je fais pas beaucoup de live, par exemple. Je me sens pas, c'est pas que je me sens pas à l'aise, mais je me plais pas trop à l'exercice. Donc, je fais pas énormément de live. Alors que je devrais, hein, je sais que je devrais le faire plus souvent et tout, mais moi-même, driver des lives, quand j'ai essayé de driver des lives, j'avais toujours des problèmes techniques, donc j'ai arrêté. Je me suis dit, je suis maudit, il y a quelqu'un qui veut pas que je fasse ça. Mais oui. L'année dernière, ça s'est bien passé pour les live streams quand tu étais venu. Il n'y avait pas de souci. Quand c'est pas moi qui gère, ça se passe très bien. Et en fait, ouais, t'as raison. En fait, je voulais pas être le 15e mec avec une affiche de Spielberg et une pop en fond, quoi. Alors que bon, on voit parfois que j'en ai une pop ou deux sur le côté, tu vois, mais je les mets pas là par dessin, je les mets là parce que j'ai pas la place de me mettre. Au tout début, moi, je tournais dans ma chambre, dans mon ancien appartement, et dans les premières vidéos, et maintenant, je suis dans un autre appartement qui
qui est un petit peu plus grand, mais qui me permet je suis un peu obligé de tourner. Là, tu vois, l'étagère qu'il a là derrière, c'est là que je tourne les hantés sans frapper, par exemple. Et là, je suis dans le bureau, mais c'est pas très grand, donc j'ai vraiment un cadre limité, j'ai pas beaucoup de recul, donc je suis un peu obligé de tourner comme je peux. Par contre, les autres vidéos, j'ai une toile de fond noir, j'ai un petit décor avec des petites bougies et des machins. J'essaie de donner un petit côté, toute proportion gardée, un petit côté victorien au truc, parce que c'est aussi ce que j'aime bien. Si j'avais les moyens, si j'avais le truc, je tournerais dans une bibliothèque la nuit avec... J'adorerais, tu vois, mais je suis obligé de faire avec mes petits moyens et j'essaie de faire en sorte qu'au fur et à mesure, ça ait un petit peu de gueule, un petit peu plus de, voilà, parce que je suis conscient de mes limitations techniques, notamment en termes de son, en termes d'image. Je sais tout ça, mais c'est un petit mélange de flemme et de manque de connaissances qui fait que parfois c'est pas, voilà. Moi, Mais je te rassure, hein, j'ai eu le même souci parce que les premières années, tu voyais, j'avais ma grosse chambre et depuis 2 ans, bah, j'ai mon appart du côté de Strasbourg. Sauf que mon appart, c'est un 20 mètres carrés. Donc, forcément, tu vois, là, en général, tu sais, je filme ici avec mes affiches. Je suis obligé de déplacer le canapé, de bouger la table et tout ça. Donc, quand t'as pas la place, je comprends parfaitement ton ressenti. C'est toujours compliqué. Après, voilà. j'aime bien bosser avec des limitations aussi, tu vois, quelque part, ça me, si j'avais tout de suite, je serais bah ouais, mais là je sais pas quoi faire, je suis un peu perdu quoi. Donc ouais, je fais avec ce que j'ai et puis quand je me fais bien dans une rythmique, je la garde quoi. C'est ça, et puis en plus c'est aussi un petit peu en rapport aussi avec le cinéma d'horreur parce que souvent les cinéastes, enfin les films d'horreur, ça a souvent été des films à petit budget et donc t'avais pas forcément les moyens techniques d'avoir des gros effets spéciaux, de te permettre une sorte de plan séquence de dingue et justement bah c'est des cinéastes étaient un petit peu ingénieux à travers leur mise en scène pour essayer de créer leur petit effet dans une scène importante ou quoi que ce soit. Donc c'était aussi pour ça que moi aussi j'aimais bien un petit peu le cinéma d'horreur, c'est que déjà tu avais un univers particulier où tu mettais en avant je sais pas un univers de fin du monde, des créatures. Donc déjà c'est ça aussi qui me passionne dans l'horreur parce que outre le monstre t'as un travail du maquillage, t'as un travail sur comment tu crées ton ambiance et tout ça et comment tu crées ton esthétique si tu veux faire un univers que ce soit post-apo, que ce soit une esthétique gothique. Et c'est en fait c'est vraiment un genre qui me parle, même si voilà j'en avais parlé, je sais plus avec qui, je crois que c'était avec Samir on disait que peut-être le western c'est le genre peut-être le plus cinématographique parce que clairement tu as un décorum qui peut où tu as un horizon où tu peux faire plein de choses, mais l'horreur ça demande quand même certains moyens pour pouvoir créer ton imaginaire quand même. Ouais. Après tu peux faire de l'horreur intimiste. Low cost, ça peut être intimiste. C'est toujours ça aussi. C'est aussi un cinéma qui repose sur le concept du montrer ou de ne pas montrer. Et j'avoue que j'aime bien ça aussi. Quand le monstre arrive, je suis souvent un peu déçu. Mais d'un autre côté, j'aime tellement les monstres que j'ai envie de le voir, tu vois. Enfin, après, ça dépend ce que tu me vends, mais est-ce que j'ai été plus angoissé dans The Descent quand les monstres étaient là que quand ils étaient pas là? J'étais plus angoissé quand ils étaient pas là, en fait. Tu vois, j'étais plus angoissé par le côté les boyaux dans lesquels tu te glisses, t'es en dessous de la terre, à je sais pas combien de kilomètres, personne ne peut venir te chercher et tout, tu vois. Ça m'angoissait de ouf. Et quand les monstres arrivent, bah non seulement ils sont plutôt bien foutus, mais en même temps ils apportent quelque chose de concret et de plus divertissant que d'angoissant. En fait, je sais qu'il y a des gens qui ont l'effet inverse, qui font dès que les monstres sont là, je crie, je gueule. Moi non, dès qu'ils sont là, je me sens rassuré. Je préfère. Et c'est vrai qu'il y a les films de fantômes, ça, les ghost stories, c'est un truc que j'adore parce que tu sais jamais si c'est bien de voir le fantôme ou de ne pas le voir. Et moi j'aime bien le côté je le vois pas. Je sais pas si. Alors, j'aime bien le côté je le vois pas, mais je sais pas si j'adore toujours le côté c'est dans la tête du personnage par contre. D'accord. Ouais. Parfois ça me déçoit de me dire tout ça c'était dans ta tête. C'est un peu facile. Moi j'aime bien l'incertitude aussi, tu vois, quand on dit peut-être que c'est ça, mais peut-être que c'est pas ça. Par contre, dans le côté suggéré, mais le côté montré, est-ce que tu as un cinéaste qui vraiment arrive à mettre parfaitement en valeur la créature sans tomber dans le cheap, où tu dis justement de peur d'être déçu? Moi, peut-être, je partirais peut-être sur un Del Toro. Moi, j'aime beaucoup comment il met en valeur les monstres dans son cinéma. Qui ça? Del Toro. Del Toro, ouais. Del Toro, c'est un amoureux des monstres. Donc oui, lui, il utilise beaucoup de monstres en dur, quoi. Ouais. Il va te prendre Doug Jones ou il va le mettre dans une combinaison de maquillage. Et après, quand le monstre est le sujet principal de ton film, comme ça peut être le cas dans The Shape of Water, par exemple, t'es obligé de le montrer, t'es obligé de... Et j'y crois parce qu'il est là.
il est là, je peux le toucher, enfin, je sais qu'il est concret et qu'il est là. Donc ouais, Del Toro, c'est vrai que j'aime beaucoup la façon dont il représente les monstres. Il est parfois obligé de passer par de l'image de synthèse, mais c'est rarement dégueulasse. Pacific Rim, c'est quand même jouissif. Hein. C'est régressif à mort. Hein. Il n'y a pas à tortiller, quoi. Je l'avais pas aimé la première fois. Et quand je l'ai revu, en fait, j'ai laissé mon cerveau de côté. J'ai fait bon, allons-y, let's go, quoi. J'aime bien ce qu'il fait en équilibre. J'adore ce qu'il fait dans l'échine du diable. Ouais. Tu vois les fantômes. Il est pas complaisant avec son truc non plus. Mm-hmm. J'aime bien. Pour moi, c'est un très bon équilibre. C'est peut-être le meilleur équilibre de son cinéma. Ça va être celui-là. Ça va être l'échine du diable. Et pareil, même quand des fois il est sur des grosses productions, par exemple quand il traite de super-héros, que ce soit les deux Hellboy qu'il a fait, il n'y a pas eu de troisième malheureusement, ou même quand il part sur un Blade 2, bah ok, j'ai les studios qui me disent il faut que tu fasses comme ça, mais Blade 2, je vais te mettre des délires gore, je vais te faire une mythologie autour du roi Lear avec le roi, la fille, le fils qui a toutes les trahisons, et à côté de ça, je te fais des créatures où t'as du gore à foison, et c'est totalement assumé. Aujourd'hui, avec le prochain Blade qui se fait attendre depuis des années, je suis pas sûr qu'il aura le même résultat, tu vois. Et là, par contre, un truc qui m'a un petit peu attisé ma curiosité par rapport à Hellboy, même si voilà, moi comme beaucoup, j'attendais énormément à Hellboy 3, on l'a pas eu, on a eu un reboot de Neil Marshall que j'avais vraiment envie de cracher à la gueule à sa sortie, et qui finalement, quand je l'ai vu, j'étais là, je me suis dit, c'est pas bien, mais tout n'est pas à jeter. Voilà, j'ai pas envie d'être trop sévère. Et là, par contre, il y a eu la nouvelle bande-annonce d'un nouveau Hellboy qui s'appelle The Crookman. Alors, ça fait peut-être un peu cheap parce que clairement, le budget n'est pas le même, mais il m'intrigue quand même ce nouvel Hellboy. Il m'intrigue personnellement. Moi aussi, alors que ça a pas l'air terrible du tout. Enfin, je suis un fan de Mignola. Je suis un fan du travail de Mignola, hein, le créateur. Il est au scénario, hein. Et qui est au scénario. Et en fait, j'ai été très surpris de l'esthétique qu'ils ont choisi en fait sur cette bande-annonce, qui fait très folk horror en fait. Mm-hmm. Ça pourrait être un film anglais de folk horror, un peu, bah oui, avec pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de moyens, qui repose un peu sur le non-dit, il est très mystérieux en fait ce trailer. Ce qui détonne, c'est qu'on a une photo qui est quand même très très sombre, très naturaliste, avec Hellboy au milieu, et qui est un acteur qui a pas une gueule, qui se prête beaucoup au maquillage, je trouve, jusque-là. C'est pas le Hellboy. Peut-être le point faible, c'est peut-être l'acteur. Qui est pas très connu, mais c'est pas forcément un mal, hein, attention. Mais il a pas une tronche, tu vois. Tandis que bon, bah, David Harbour et Ron Perlman, bah, ils avaient déjà une tronche sous le maquillage, quoi. Lui, il a pas une tronche. Et le make-up a l'air d'être un petit peu plus discret et tout. On verra. Moi, je suis pas emballé. J'adore l'homme tordu, The Crookman, qui a un excellent récit de Hellboy. Après, c'est peut-être aussi, on peut aussi dire que c'est un Hellboy qui est plus jeune, parce que de ce que j'ai entendu, l'histoire se passe dans les années 50. Donc, il a 10-15 ans tout au plus. Donc, on peut dire, bon, c'est un Hellboy plus jeune qui a pas l'expérience, qui a pas le caractère régressif d'un Ron Perlman ou d'un David Harbour. Peut-être. Mais comme tu l'as dit, laissons-lui le réal ne rassure pas, quoi. C'est Brian Taylor, c'est celui-là qui avait fait les Hypertension avec Jason Statham. Et par contre, le Ghost Rider 2, moi je le trouve pareil, un délire assez jouissif, même s'il est blindasse de défauts, mais au moins ils assument quand même j'assume mon concept. Alors moi personnellement, au début quand j'ai vu Taylor, j'ai cru que c'était le Alan Taylor qui avait fait le Thor 2 ou Terminator Genesis, mais non, c'est pas le même. Là, ça va, ouf. Tu vois, moi ce que je trouve emmerdant, c'est que pour le coup Ghost Rider 2, ouais, c'est un DTV tout à fait convenable, on va dire, mais ça reste une grosse merde un peu, tu vois. Mais moi, ce qui me semble étonnant, c'est quand on parlait d'adaptation tout à l'heure, quand on a un matériau comme ça, c'est une autoroute. Tu peux faire des trucs de dingue. Tu peux vraiment faire des trucs de dingue si tu prends la peine d'écrire un truc vraiment bien foutu, et que tu ouvres les BD et que tu arrives à en tirer un petit peu l'essentiel pour en faire quelque chose de très cinématographique et de très cool. Tu peux tirer des trucs excellent. Enfin, Del Toro, c'est Hellboy. Super, quoi. Il a tout compris. Tandis que ce mec-là, sur Ghost Rider, c'est tout ce qu'il a réussi à faire. Je trouve ça super curieux. Et en même temps, à ce moment-là, il est prisonnier aussi un peu de Nicolas Cage. Je les avais pas vus, les hautes tensions qu'il avait fait avec Jason Statham. Je les ai vus, mais c'est un film popcorn. Pour moi, c'est de la production de sons. C'est pas.
Je pense que des univers comme le Rider ou Hellboy méritent un peu mieux que ça, quoi. Méritent un peu mieux qu'un petit divertissement. Ça pourrait être un petit peu plus. C'est pour ça que je pense que ce sont des personnages qui se prêtent mieux à l'animation, par exemple, typiquement. Les films d'animation qui étaient sortis, il y en avait eu 2-3 là, ils étaient pas mal du tout. Sur Hellboy, ils étaient pas mal. Ouais. C'est un grand truc d'animation, un vrai beau truc d'animation avec une animation un peu. J'aimerais pas qu'ils fassent un Hellboy comme les derniers Spider-Man, tu vois, parce que maintenant tout le monde va faire pareil et ça aura plus aucune originalité, mais peut-être développer un truc comme ça pourrait être pas mal. Ouais. J'aimerais bien. Alors, je voulais savoir une petite question par rapport à ta chaîne YouTube qui a, comme tu l'as dit, presque 6 ans où tu as pu varier les hantés sans frapper, des vidéos sur la littérature ou le cinéma. Alors, j'ai 2 questions. C'est quelle est la vidéo auquel tu es le plus fier d'avoir tourné, et est-ce que peut-être dans les prochaines années ou les prochains mois, quand tu vas revenir à YouTube, ce que je te souhaite, est-ce que peut-être tu as peut-être une idée d'un nouveau concept d'émission qui te trotte un petit peu dans la tête? Moi, il y a un concept, mais ce serait de parler de littérature, mais cette fois où je demanderais à quelqu'un de me filmer, où il y aurait une équipe et j'ai des amis pour ça, hein, qui peuvent le faire, qui feraient ça très très bien, mais ça demande beaucoup de travail et de temps et de préparation qu'en ce moment je n'ai pas, hélas. Où je présenterais en fait un auteur ou une autrice, un grand nom de la littérature d'épouvante, en retraçant son histoire, essayer de présenter les thématiques, les axes de thématiques que je peux tirer de chacune de ses œuvres pour présenter un truc. Bon, je ferai pas Stephen King, tu vois, parce que c'est trop obvious, mais des gens un peu moins connus, peut-être essayer, par exemple, William Hodgson. J'adorerais faire un truc sur William Hodgson, quoi. Typiquement, j'adorerais même un truc sur Edgar Poe, pourquoi pas, même si ça a été beaucoup fait, mais essayer, ouais, ou même des noms pas très connus, des gens comme Amelia B. Edwards, qui est une des fondatrices de l'égyptologie moderne, qui a écrit pas mal de nouvelles fantastiques. Tout n'a pas été traduit en France, mais c'est une personnalité que je trouve super intéressante et très. Tu sais, il y a quelque chose à dire de ce qu'elle a écrit. Ou Edith Wharton, qui était une des intimes d'Henry James, qui a fait le tour d'écrou, qui a aussi écrit beaucoup de nouvelles fantastiques, ce qu'on appellerait du business gothique. C'est des histoires de fantômes dans le milieu de l'expansion du Nouveau Monde. Vers la fin du 19e siècle, tu vois. Typiquement, ce qu'on voit dans Crimson Peak. Crimson Peak, il me semble qu'elle s'appelle. Il me semble que l'héroïne, en fait, est plus ou moins une sorte de décalque d'Edith Wharton, ou un peu influencée par ça. Et j'aimerais bien présenter ces individualités-là, qu'on ne connaît pas forcément bien, essayer de présenter une sorte de vidéo qui durerait 15-20 minutes, bien filmé dans un décor avec. J'aimerais bien faire ça, mais je peux pas le promettre parce que je suis quand même un mec qui est un petit peu rêveur aussi et qui dit qu'il toujours qu'il va faire des trucs et qu'il les fait pas toujours, quoi. Donc j'aimerais bien, mais un jour ça, ouais, ce serait un goal de faire ça. J'aimerais bien le faire. Mais quand je reprendrai, ce sera à nouveau. J'ai beaucoup de choses à présenter dans Hanté sans frapper et faire les vidéos thématiques sur un seul film qui est vraiment le truc que je veux faire. Parce que faire des vidéos critiques, je me prends un petit peu moins de plaisir à le faire maintenant. J'en ferai peut-être cet été, mais j'y réfléchis. Je voudrais refaire des vidéos typiques sur des films, sur un seul film à la fois, qui serait pas de la critique, mais plus de l'analyse. Essayer de tirer quelque chose, quoi. Là, j'y travaille. J'ai déjà des épisodes en cours d'écriture. Je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que moi, j'essaie toujours de mettre en avant un petit peu mes différents concepts. Et c'est juste que quand des fois j'ai pas trop le temps, bah, je me dis bon, cette semaine, je vais faire une critique sur une sortie ciné parce que au moins ça me permet un petit peu d'avoir un rythme régulier, que au moins cette semaine j'ai quelque chose qui sort. Mais après, c'est pour ça aussi que je suis très sélectif sur les films que je vais voir. D'ailleurs, les gens me disent tiens, c'est bizarre, quand tu fais une critique sur les sorties ciné, tu fais pratiquement plus les grosses productions. Je crois que ça fait presque 3-4 ans que j'ai pu chroniquer un Marvel. Parce que déjà ça m'intéresse moins et que voilà, le dernier que j'ai fait, je crois que c'est The Backriders. Là, je sais pas ce que je vais faire, peut-être le Comte de Monte Cristo, je sais pas, peut-être We Are Zombie, mais voilà, je préfère mettre la petite production face au gros mastodonte où on va être 30 youtubeurs à en parler et il y aura un moment où tu dis bon, je vois pas trop l'intérêt. La régularité, c'est important. Moi, c'est quelque chose qui me fait défaut parce que ça dépend de. Ouais, comme je travaille chez moi, j'ai pas d'horaire de travail à l'extérieur. Faut que j'ai ma propre discipline et parfois trouver le bon équilibre entre le boulot, qui est quelque chose qui me passionne beaucoup. Je fais aussi de la musique un peu à côté, ça me prend aussi un petit peu de temps. Tu travailles pour l'Écran Fantastique aussi, tu es aussi rédacteur chez eux.
j'ai pas énormément écrit ces derniers temps, mais oui, j'écris parfois pour l'écran, pas que pour l'écran, pour voir de cinéma parfois, j'écris un web novel en ce moment, ça me bouffe beaucoup de temps toutes les semaines. Donc oui, il y a beaucoup de choses, quoi. Donc au bout d'un moment, je suis obligé un peu de faire du tri et de sacrifier des choses. Et malheureusement, bah oui, c'est le genre de choses que j'ai dû sacrifier, ce qui me fait beaucoup chier, mais c'est comme ça. Mais je vais y revenir, oui. Mais la régularité, c'est un de mes problèmes, ça je le sais. J'ai conscience, mais je fais que ce que je peux avec ce que la vie me donne. Je comprends. Et la première question, alors moi j'avais beaucoup aimé ta vidéo sur le Dracula de John Badham, parce que c'était l'une des versions que je connaissais pas. Je me dis, ah ouais, c'est le mec qui avait fait la fièvre du samedi soir et qui fera après War Games, et du coup j'étais pratiquement pas du tout au courant de cette adaptation, mais du coup je voulais savoir, toi par contre, avec en 6 ans d'existence, quelle est peut-être la vidéo auquel t'es le plus fier, hein? Bah, ça va être un épisode numéroté, enfin ce que j'appelle des épisodes numérotés, c'est-à-dire des critiques, analyses de films complètes. Moi, je t'avoue que en termes d'écriture, j'ai beaucoup aimé faire celle qui était consacrée à Dead of Night, Au cœur de la nuit, qui était le 4e épisode numéroté de la rentrée. Donc Dead of Night, c'est un film de 1944 à sketch, qui est un des premiers grands films d'horreur à sketch. Même si on m'a repris en disant c'est un film fantastique, monsieur. Oui, enfin bon, vous m'avez compris, quoi. Eux, ils appellent ça horror movies. Ils en ont rien à foutre, que ce soit du fantastique ou du torture porn, que sais-je, quoi. Et dans l'idée, ouais, j'ai beaucoup bossé sur celle-là. C'est ma vidéo la plus longue sur la chaîne, je crois, parce qu'elle fait presque une demi-heure. Donc il y a beaucoup de strates d'analyse, de trucs où je me suis pris la tête à vraiment tout analyser, et j'étais vraiment fier du résultat. Et je me suis rendu compte que j'avais eu un problème avec ma caméra, qu'il y avait un problème avec la mise au point, ce qui fait que certaines de mes prises sont un peu floues dessus. Ça m'a saoulé. Mais j'avais pas le courage de tout refaire, et l'analyse était bien comme ça. Donc celle-là, je suis assez... j'ai un peu de frustration, mais je suis assez fier de l'avoir faite, quoi. Déjà en termes d'analyse et d'écriture, quoi, surtout ça, quoi. D'autant que l'éditeur a été mon partenaire pour la vidéo, m'a fourni le film gratuitement, dans une copie superbe et tout. Enfin, c'est vraiment trop cool qu'il l'ait fait. Je suis très content d'avoir parlé aussi de Serpent and the Rainbow de Wes Craven. Ça va être une vidéo qui a été bien suivie aussi à l'époque. On avait parlé aussi sur ma chaîne. J'adore ce film. Pour moi, c'est son chef-d'œuvre. J'étais content de celle-là. Elle remonte maintenant, hein, mais c'était comment il s'appelle, un très bon youtubeur, Alt 236, qui l'avait partagé en me félicitant. Enfin, ça m'avait vraiment fait plaisir, quoi. Donc ouais, les vidéos comme ça, c'est celle dont je suis le plus fier, parce que j'aime bien le degré d'analyse que j'amène. J'aime bien, tu sais, quand j'ai terminé le dernier point de mon analyse, je fais putain, c'est bon, j'ai quand même bien ratissé le sujet. J'aime bien ce que je fais, ça me plaît bien. Et il y a la famille Adams aussi. Je suis content d'avoir pu dresser les origines de ces personnages que j'adore, et que c'est plus à ce point, en fait, parce que je m'attendais pas à être référencé par YouTube. 500 000 vues, hein. 500 000 vues. Ouais, c'est non. Elle était pas monétisée, hein, mais dans l'idée, tu vois, j'étais waouh. Ça m'a fait un gros coup de merci mercredi, pour le coup. Fallait bien qu'elle serve à quelque chose. À titre de comparaison, la deuxième vidéo la plus vue de ta chaîne, tu passes de 500 000 à 6 000 vues, c'est ta vidéo sur la série Sabrina. C'est sur Sabrina, ouais. Ouais, ça a été bien suivi, Sabrina, ouais. Donc ouais, curieux. C'est assez curieux. Je suis très content de celle que j'ai faite sur la famille Adams, parce que ça a été vraiment un projet plaisir, quoi. Je me suis dit, tant pis si pas grand monde la regarde. Moi, j'aime ces personnages, et je sais que les gens les aiment quand même, donc ils seront peut-être curieux. Et ça restait une des vidéos les plus vues avant même le choc mercredi, quoi. Il y avait, on est concrètement passé de 12 000 vues à 500 000, quoi, en l'espace de 2 semaines. C'était Bah, de toute façon, vu le succès de la série mercredi, les gens sont encore fans de l'univers de la famille Adams. Donc, ouais. Mais la famille Adams, je vais y revenir. C'est fatal. J'ai d'autres projets de vidéos autour de la famille Adams. Il y a aussi des films d'animation. Je crois il y a un 3e qui est en préparation, je crois. Ah ouais. Je crois, tu sais, les 2 films d'animation qui étaient sortis ces dernières années. Je crois qu'il y a un 3e. Je suis pas sûr. Bah, le premier, je l'ai pas trouvé terrible. Le deuxième, comme il s'assume plus, je l'ai préféré. Et il a moins marché au box-office, mais ça, je suis dans la contradiction totale, hein. Dès que ça plaît pas, ça me plaît à moi. Et la série mercredi, je l'ai pas adorée. Je reste très curieux vis-à-vis de la deuxième, et j'en parlerai sur la rentrée. Je serai au taquet, bien évidemment. Mais je préfère essayer de me consacrer un peu plus au reste de la licence de la famille Adams. Enfin, essayer de présenter les personnages tels que Charles Adams les a écrits et tout, etc. J'aime bien remonter à cette source-là, et peut-être je parlerai très certainement de la série des années 60. Bon, toi aussi, tu fais une saturation de Jenna Ortega ou non? Un petit peu. Un petit peu. Pas beaucoup. Après, elle est beaucoup là, mais moi, je la vois pas beaucoup en définitive.
J'ai pas encore vu le film qu'elle a fait avec Martin Freeman. Où ça se passe sur un bateau là, je sais plus sur son Max. Je crois que c'est ça, ouais. Où Ouais. il joue son prof ou un truc comme ça. Je l'ai pas vu celui-là encore. Mais c'est vrai que oui, Jenna Ortega, elle grimpe, hein, tant mieux, elle grimpe. Bon, on la verra Elle pas. sera dans Beetlejuice. Elle sera dans Beetlejuice, mais après ça c'est Burton quand il a des têtes, il les reprend. Hein, c'est pas le seul qui fait ça, mais elle sera dans Beetlejuice, mais on verra. Si je la vois encore dans 2 projets par an, je vais vite en avoir marre, c'est certain, mais on n'est pas encore au stade de Timothée Chalamet, quoi. Ça reste encore acceptable pour moi là. Mais, D'accord. voilà. Alors, on est à 1 heure de film. C'était super passionnant de t'écouter parler sur vraiment sur le fantastique, l'horreur. Et c'était super plaisant. Je te propose qu'on va enchaîner donc avec un petit peu le sujet du jour, puisque t'avais décidé. Alors, t'avais un autre film, mais j'y viendrai plus tard, puisque en fait, voilà, on en parlera dans 2 semaines sur la chaîne. Je pense que les gens sont au courant parce que je fais beaucoup dans l'actualité. Mais tu as décidé de nous parler d'un cinéaste que j'aime beaucoup en plus et qui s'appelle Alex Proyas, et tu as décidé de parler de Dark City, qui est un peu considéré comme un petit peu son chef-d'œuvre, un petit peu maudit, mais on va développer tout ça. Alors je te propose que avant qu'on entre dans le vif du sujet, je te propose qu'on se mette un petit peu la bonne annonce pour se remettre un petit peu les idées en place. Bien Ok, sûr. c'est parti. Non, ça c'est pas ça, c'est ça. Voilà. Je vais mettre mes carreaux. Voilà, voilà. Ouais, ça me rappelle des souvenirs tout ça. Alors, j'avais peur parce que je voulais taper bande-annonce Voz TFR, et en fait, je trouvais Ouais. pas. Et je me dis, putain, elle est en VF. Et dire, ah, mais ça va, ça parle pas. Génial parce qu'en fait la bande-annonce elle est géniale parce qu'elle déjà me rappelle des souvenirs parce que c'est comme ça que j'ai découvert le film, c'était via cette bande-annonce, c'était sur une cassette ou un truc comme ça que j'avais dû louer et elle dit tout, elle montre tout sans rien dire cette bande-annonce. C'est vrai. T'as pas de dialogue, t'as des phrases d'accroche. Concrètement moi le film je l'ai revu il y a peu, ce qui fait que je l'ai bien en tête et là tu vois tout le film, tu vois vraiment presque tout le film mais en même temps tu ne vois rien. Tu ne sais rien. Tu sais pas de quoi ça parle. C'est hyper cryptique en fait. C'est très pré-année 2000 hein, comme titre de bande-annonce, mais Et pourtant, il est sorti en 98. Alors, du coup, Dark City, c'est le 3e film du réalisateur Alex Proyas, qui est un réalisateur né à Alexandrie en Égypte et qui après a passé pratiquement toute sa vie en Australie. Après avoir fait quelques courts-métrages et des clips musicaux, il débute son premier long-métrage en 89 avec Spirit of the Air, Gremlins of the Cloud, que je n'ai pas vu, qui est un film qui a un petit peu fait qui est passé par divers festivals et qui du coup va le permettre de le faire connaître avec en 1994 l'adaptation du comics The Crow, Yvan, qui sera un beau succès malheureusement
on va y venir, mais Alex Proyas, c'est un cinéaste que j'aime beaucoup, mais c'est un cinéaste un petit peu maudit, puisque voilà, sur le tournage de The Crow, bon, les gens le savent très bien que son acteur principal, Brandon Lee, le fils de Bruce Lee, décédera suite à un accident durant une scène. Il enchaîne en 98, donc avec Dark City, qui est un peu considéré comme son chef-d'œuvre, mais qui sera un échec à sa sortie. Il revient dans son pays pour voilà revenir à un projet un petit peu plus personnel avec Garage Days, pour revenir en 2004 avec la grosse production, le plus gros succès de sa carrière, iRobot. En 2009, il tourne avec Nicolas Cage pour le très sous-estimé Prédiction, et avant de clairement foutre sa carrière au placard avec la grosse production nanardesque en 2016, Gods of Egypt. Voilà, que moi j'ai un capital sympathie, mais je reconnais que c'est totalement débile, mais c'est un petit délire régressif qui m'avait beaucoup plu. Et le truc, c'est que c'était en 2016, nous sommes en 2024, et aujourd'hui, sa carrière est au point mort. Le film a été un échec critique et commercial. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Via sa boîte de prod, il a une chaîne YouTube où il fait des courts-métrages, mais que personne va voir. Genre, son travail, ça fait entre 100 et 200 vues. Alors que c'est Alex Proyas. Il y a plus, sa carrière est au fond du trou, passé de The Crow, Dark City, iRobot, à faire des courts-métrages sur YouTube. C'est dingue, c'est dingue. Mais alors peut-être ça va peut-être un petit peu se décanter, puisque il a fait un court métrage il y a pas longtemps qui s'appelle It's the Mask of Evil, qui un petit peu en fait est une suite de Dark City, on va y venir, et il va revenir à la production, puisque une série Dark City est en préparation. Voilà. Donc, effectivement, c'est un mec dont la carrière n'a absolument aucun sens, et surtout cette espèce de spirale, parce qu'en fait ça allait de mal en pis à partir de Dark City, alors que Dark City est probablement le joyau, c'est le joyau de la couronne de sa carrière, quoi. C'est un film magnifique, quoi. Alors, de quoi ça parle déjà Dark City? Bah en fait, on a alors au niveau du casting, on a quand même de gros casting, hein, Rufus Sewell, William Hurt, Kiefer Sutherland, la magnifique Jennifer Connelly, Bruce Spence, et l'un des premiers rôles de Melissa George. Donc en gros, c'est quelqu'un qui se réveille dans sa baignoire et qui en fait n'a plus ne sait plus ce que ne connaît en fait a tout oublié de son passé, donc il va essayer un petit peu de trouver des indices sur qui il est vraiment. À côté de ça, il va se faire un petit peu poursuivre par un inspecteur, il va essayer de renouer les liens avec soi-disant sa femme, et de se faire aussi poursuivre par des sortes de créatures douées de pouvoirs psychiques. Et en fait voilà, au fil de l'histoire, il va découvrir en fait que l'univers, la ville où il est un petit peu dicté au niveau du temps, en fait, au niveau aussi de nos choix, de ce qu'on est vraiment. En fait, il y a cette perte d'identité. On va pas forcément trop en dévoiler pour les gens qui connaissent pas le film, mais c'est aussi un film. Tu vois, tu parlais de film maudit. Le film a été un échec à sa sortie, avec un budget de 27 millions. Il va, je crois, en rapporter même pas 30, un truc comme ça. Et c'est un film aussi qui a, alors moi j'ai le Blu-ray, et en fait c'est un film qui a deux versions. Il y a la version cinéma qui dure 1h35, et il y a une version Director's Cut de 1h50 qui par exemple enlève la voix off qu'il y a au début. Voilà, ils ont rajouté des scènes, mais il n'y a plus la voix off, que en fait le réalisateur trouvait qu'elle était trop explicative. Alors moi le truc c'est que moi j'ai que vu la Director's Cut, je n'ai pas vu la version cinéma. Quel est ton rapport un petit peu avec Dark City? Comment tu l'as découvert? Est-ce que tu connaissais déjà un petit peu le cinéaste, et qu'est-ce qui t'a marqué vraiment dans cet univers, en plus toi qui est assez passionné par tout ce qui touche un petit peu à une esthétique très gothique. Ce film se veut un petit peu science-fiction, film noir, avec des petites touches d'horrifique, d'horreur par moment, donc voilà. Bah, moi, en fait, c'est un film que j'ai découvert pas en salle, malheureusement, parce que j'avais pas vraiment l'âge, entre guillemets, quand je l'avais, mais c'est un peu compliqué. Toujours est-il que moi, je l'ai vu, cette bande-annonce, sur une cassette d'un film qui avait dû sortir avant. Alors pour moi, c'était très lié dans mon esprit, c'était très lié à L'Associé du Diable. Je me demande si c'était pas sur la cassette de L'Associé du Diable que j'ai vu la bande-annonce. En fait, moi, j'ai été hypé par la bande-annonce, non seulement par l'univers, mais aussi parce que c'était vendu par le mec qui avait fait The Crow. The Crow, c'était déjà un des films majeurs de mon adolescence. C'est vraiment un des films préférés. Raconter un garçon qui grandit comme ça dans la culture alternative, dans la culture rock, et tout ça, The Crow, il y a tout pour toi, quoi. Donc, c'est un film qui m'avait beaucoup marqué.
c'était avant que je lise le comics en plus. Et du coup, le nom d'Alex Proyas, je l'avais vraiment gardé en tête. Je me disais, ce mec-là, s'il fait des films un jour, ça va être trop bien, parce que les films un jour, ça va être forcément trop bien, parce que l'esthétique de The Crow étant ce qu'elle est. Et Dark City arrive, et je vois la bande-annonce sur une cassette, et l'année d'après, je crois que je loue la cassette. Typiquement, je me suis dit, Dark City, j'ai vu ce truc-là, ça a l'air dingue, il faut que je le voie. Et j'ai loué la cassette, j'ai vu le film, et je suis resté mais complètement scotché par le truc, parce qu'effectivement, c'était un film qui ressemblait à rien d'autre de ce que j'avais vu. Il faut savoir qu'on est un peu avant Matrix. Oui. D'ailleurs, à l'époque, on avait beaucoup joué sur les similitudes par rapport à ces deux films, puisque leur production a commencé à peu près au même moment. Effectivement, il y en a un qui n'a pas rencontré son public, malheureusement. Je pense que si Dark City avait pu rencontrer son public, ça aurait pu être un maître étalon du cinéma à grand spectacle moderne. Mais c'est aussi un film qui est sans concession, quoi. C'est un film qui est ultra référencé, film noir déjà, donc il y a énormément une esthétique de film noir qui est génial. C'est un film qui se passe dans un truc intemporel. Tu es à la fois dans un film noir hollywoodien, dans un film de science-fiction, dans un thriller psychologique. Il y a un peu d'horreur aussi, hein, très clairement. Il y a énormément de choses. Dis-moi, est-ce que toi, ça t'a rappelé, tu sais, justement, ces créatures avec leur tenue et le chapeau. Moi, personnellement, ça m'a rappelé un épisode de Buffy, Oui. où tu pouvais plus parler. Ouais, Hush. Un silence de mort en français. Ouais. Hush, oui, qui est un des meilleurs épisodes de Buffy, connu comme étant un des meilleurs. Effectivement, cette façon qu'ils ont de planer et le côté très grand, très maigre, le crâne rasé, effectivement, ils ressemblent aux gentlemen de Buffy. Et ils ont un côté un peu gentleman aussi. Alors, ils les appellent les étrangers. Mm-hmm. Dès le début de l'intro, d'ailleurs, dans cette voix off qui est effectivement pas dans la director's cut, et il vaut mieux voir la director's cut. Il y a quand même quelques scènes et quelques lignes de dialogue en plus qui valent bien plus le coup et qui mettent beaucoup plus de mystère sur ces créatures qui sont un peu la clé, si j'ose dire, de l'histoire, qui sont l'élément clé. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas ce qu'ils veulent, mais ils pourchassent ce héros principal qui est joué par Rufus Sewell, qui s'appelle donc John Murdoch. Ouais. Un personnage, c'est presque un héros Hitchcockien au début. Hein. C'est un type qui est presque la cible indirecte d'un complot auquel on ne comprend rien. Il faut attendre un bon tiers du film avant qu'on commence à se dire qu'il y a quelque chose de très étrange. Au-delà de l'aspect étrange de ces personnages que sont les étrangers, ils sont clairement pas du coin, quoi. Tu comprends qu'au bout d'un tiers de film, et là, en fait, le film bascule à un point de bascule. Il bascule dans autre chose. Ça devient déjà encore un autre film qui se partage entre enquête et éléments de science-fiction, puisqu'on va carrément avoir John Murdoch, il est aussi accusé de meurtre de prostituées aussi. Accusé de meurtre de prostituées. Et il y a un point de bascule où il affronte là où il y a l'horloge. Ouais. J'ai envie de dire, il affronte les gentlemen. C'est pas les gentlemen, c'est les étrangers. Et où en fait, on comprend à peu près ce que sont les étrangers. Et il y a une espèce de panoramique en descente comme ça, où on se retrouve de la fameuse Dark City, où il fait sans arrêt nuit, au repère des étrangers. Là, tu fais waouh. Tu te retrouves dans une dimension un peu comme celle des Cénobites d'Hellraiser, avec il ressemble beaucoup aux Cénobites aussi. D'ailleurs, je pense que ça doit être une influence. Ça me paraît pas déconnant. Et où il y a toute cette espèce de ville souterraine avec que des personnages qui se ressemblent, qui parlent de façon très étrange, très détaillée, qui parlent d'eux à la troisième personne, qui portent des noms d'objets ou de concepts. Leur chef s'appelle Monsieur Livre, oui. Joué par Ian Richardson, qui est un acteur anglais qui avait notamment joué Sherlock Holmes, qui est un mec qui a beaucoup de classe. Et le mec qui dirige lui c'est le chef, mais il y a un mec qui les dirige encore, qui s'appelle Monsieur Main. Alors, c'est sympa qu'il s'appelle Monsieur Main, parce qu'avec la main, c'est un peu ce que tu peux tout faire, quoi. Donc c'est l'homme de main, littéralement. Et qui est joué par Richard O'Brien, qui est le créateur de la comédie musicale du Rocky Horror Picture Show, qui joue Riff Raff dans la comédie musicale en question, et qui est un type qui a un visage très anguleux, très étrange, très particulier aussi, et qui confère un peu ce côté étrange aussi aux étrangers. Ils ont pris que des acteurs qui ont des grandes tailles. Je pense à partir Monsieur Mur aussi, qui est joué par Bruce Spence, que les fans de la saga Mad Max connaissent bien. Oui, et c'est lui qui joue, je crois,
la bouche de Sauron dans Le Seigneur des Anneaux. Ah, d'accord. Je crois que c'est lui. Hein. Il me Ok. semble que c'est lui qui joue la bouche de Sauron. Et il y a un gamin, il y a même un gamin, un petit gamin étranger qui se balade avec eux et qui s'appelle Monsieur Sommeil, qui est hyper flippant. Alors lui, il a son petit couteau, il a un petit sourire Ouais. maniaque et tout voilà. Et en fait, j'aime beaucoup ce mélange de genres parce qu'en fait, ça fait jamais trop. Tout est parfaitement équilibré. Tout découle de soi. T'as un peu un côté au début, les cuts sont assez agressifs. T'as un peu l'impression que c'est un mauvais rêve. C'est un côté mauvais rêve. C'est un film qui est comme The Crow. C'est un peu le double de The Crow. C'est un film qui est extrêmement crépusculaire, qui a une photographie très sombre, très expressionniste, avec des effets spéciaux un peu faits main. Sur Enfin, l'influence de Metropolis, hein, tu clairement. sens énormément l'influence de Metropolis, qui est complètement assumée. Des vieux films avec Bogart ou j'aime cette esthétique rétro. Les mecs ont des fedoras, des costumes un peu cintrés. Le commissariat à l'ancienne avec les flics qui presque à des bobbies américains. Enfin, j'aime beaucoup tout ce côté-là. Ça passe vraiment très bien. La photographie qui est signée Dariusz Wolski, Oui. désolé si j'écorche son nom, qui aujourd'hui travaille beaucoup pour Ridley Scott aussi. Entre autres choses, hein, qui est un grand nom de la photographie hollywoodienne maintenant. Et c'est un film en fait qui est unique dans ce qu'il propose. Il brasse toutes ses influences pour proposer un récit original qui pourrait effectivement faire l'objet d'une licence à elle toute seule. Alors il y a une série apparemment effectivement qui est en développement. Est-ce que ça se fera? Pour l'instant, rien n'est dit quoi. Et est-ce que c'est bien judicieux? J'en sais rien parce que je crois que je préférerais que le film reste cette espèce de petite singularité qu'il est encore aujourd'hui. Et en le revoyant, c'est vrai que j'étais encore méga émerveillé quoi. Je trouve que Moi, j'ai du mal avec les séries adaptées de films. Ça a souvent, je dis pas qu'il y avait des trucs qui étaient mauvais, mais souvent ça a pas marqué le grand public. Je pense en particulier à 12 Monkeys ou même la série Westworld, parce qu'il y avait eu le film Monde Ouest de Michael Crichton, qui les 2-3 premières saisons étaient géniales, et puis après c'est parti en cacahuète. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup de adapter des séries tirées de films. Alors des films tirés de séries, ça s'est plutôt bien pas marché, Les Incorruptibles ou Mission Impossible, le meilleur exemple. Mais l'inverse, j'ai du mal que le public suive, tu vois. ouais, bah là pour Dark City, je sais pas, ça dépendra qui sera le showrunner. Est-ce que Alex Proyas sera vraiment à fond dedans? Après, moi je pense qu'on peut pas refaire 2 fois un miracle. Et même si c'est un film qui a pas marché, bah je le préfère comme ça quoi. Je préfère que ça reste ce petit exemple de. Alors tu sens bien sûr que New Line ont imposé des trucs quand tu regardes la version non director's cut, la version cinématographique, où effectivement tu as cette espèce de speech en voix off au début qui est prononcé par Kiefer Sutherland qui te révèle le poteau rose dès le départ presque, qui est un peu regrettable quoi. Moi je pense que c'est un film qui se redécouvre, qui est pas con, qui est bourré d'une très belle esthétique, qui donne la part belle à des acteurs qui donnent vraiment le meilleur d'eux-mêmes, alors que aucun n'est une superstar du moment quoi. Dans les années 90, t'as besoin encore de superstars pour porter tes projets. Et là, t'as pas besoin. Rufus Sewell, c'est pas un grand visage à ce moment-là. Donald Sutherland joue un rôle. Kiefer Sutherland. Kiefer joue un rôle secondaire. Jennifer Connelly, magnifique de sensibilité. Elle est belle. Je suis tombé amoureux de fou d'elle dans ce film quoi. Elle est incroyable. Et ouais, toutes ces tronches là qui sont pas possibles, qui donnent un cachet génial au film. Ouais, j'adore Dark City. Je pense que c'est vraiment un film qui mérite d'être revu, d'être analysé. Ça aurait pu être Matrix en fait. Ça aurait pu être le maître étalon d'un nouveau divertissement. Malheureusement, entre guillemets, c'est devenu Matrix. C'est pas que j'aime pas Matrix, mais c'est devenu quelque chose que j'aime pas trop. Tandis que Dark City a gardé son. Dark City n'a pas eu de suite, donc peut-être que développer la mythologie, il aurait peut-être nié sur des thématiques très voisines à celles de Matrix. Hein. Le questionnement de l'individualité, les humains traités comme des rats de laboratoire, comme des sujets d'expérience, le mythe de l'élu, puisque John Murdoch reste un élu comme Neo. Il y a ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'à un moment, quand il discute avec Monsieur Ma, et que en fait, il est là, en fait, pendant des années, vous avez toujours essayé de chercher qu'est-ce qui nous différencie des humains, et il fait, mais vous savez, en fait, vous étiez tout le temps là en train de chercher là, mais en fait, vous avez oublié de chercher là. Non, il dit même pas là. Ouais, mais disons que la main le montre un petit peu, quoi. Voilà.
savoir ce qui fait de nous des êtres humains, vous le trouverez pas là-dedans. Vous avez cherché au mauvais endroit. Et en fait, c'est vrai qu'à ce moment-là, Monsieur Main, il tique, tu vois, il fait, mais où est-ce qu'on s'est planté? Enfin, j'aime beaucoup l'expression de Richard O'Brien à ce moment-là, il incline la tête en mode, faut aller chercher où alors? Enfin, j'adore ce concept, je trouve ça génial. Puis même le combat final est assez satisfaisant. À coup d'ondes psychiques, ça devient un truc de super-héros presque à la fin, c'est dingue quoi, ils se font une espèce d'affrontement dans les airs et tout, c'est fou quoi. Ça peut paraître un peu expédié, puis en fait non, ça passe. Non, ça va. Je trouve même pour un film de 88, je trouve que les effets spéciaux tiennent encore bien la route. Je pense que c'est vraiment aidé par la mise en scène de Alex Proyas, qui justement a aussi un cinéma. Tu parlais de Tim Burton, qui a aussi un cinéma assez référentiel dans ce film, hein, parce que comme on l'a dit, ça mélange le film noir, ça mélange la science-fiction. On a une esthétique qui se veut avec ces bâtiments un petit peu à la Blade Runner, et en même temps je pars aussi sur l'expressionnisme allemand, tu parles de Metropolis, le cabinet du docteur Caligari qu'on avait chroniqué ensemble sur la chaîne, et on a toutes ces références là, et pourtant je trouve que c'est quand même un réalisateur qui arrive à les digérer parfaitement, et à te proposer, en fait, même je l'ai vu il y a 2-3 jours, il y a encore des plans et des moments qui me reviennent en tête. L'affrontement avec ces mutants, cette scène où à un moment ils vont vraiment aux confins de cette ville, ils trouvent ce mur avec cette recherche c'est angoissant, ça. Je la trouve très angoissante cette scène. Moi, quand je l'avais vue ado, ça m'avait super angoissé de découvrir ce qu'il y a derrière le mur de Shell Beach là. C'est assez terrifiant quoi. C'est assez génial. Enfin, là, c'est vraiment le dernier point de bascule du film. Il est là. C'est là où tu vas rentrer dans le dernier tiers avec le combat final et tout. Où tu fais, c'est désespéré en fait. Les mecs tournent en rond. T'as tout cet arc, ce sous-arc avec le type qui le collègue de William Hurt qui en fait a compris avant tout le monde ce qui se passe et il devient complètement fou, il dessine des spirales dans sa chambre de partout, il fait il y a pas d'issue, enfin t'as ce personnage complètement cinglé qui en fait est complètement dans le vrai. Et j'aime bien tous ces petits trucs. En fait, il a plusieurs personnages qui suivent vraiment de front en plus de Murdoch, donc que ce soit sa femme, l'enquêteur, et même les étrangers. Enfin, je trouve sympa que tous les personnages aient leur petit arc, leur petit truc. Il y a cette notion d'inquiétante étrangeté aussi, quand d'un coup il retombe sur le type qui tenait son hôtel et qui lui dit qui lui balance une réplique du genre moi je travaille là depuis 25 ans sans remise de peine ou un truc comme ça. Et après, comme il change les personnalités des gens dans la ville pour faire des expériences, il le retrouve au kiosque à journaux du coin. Et il le fait, mais ça fait longtemps que vous travaillez là, il le reconnaît, il fait, 25 ans, sans remise de conduite. Donc, c'est le même mec, mais qu'est-ce qu'il fait là? Tu les as pas encore vus changer leur personnalité, en fait. Invertir les personnalités des gens, je trouve ça assez, c'est passionnant, ça aussi, quoi. En fait, moi, je me suis toujours demandé, ces mutants, le fait un petit peu de connaître le fonctionnement de l'humain, en fait, en soi, ça leur apporterait quoi, en fait? En fait, leur espèce est en train de mourir. C'est ce qui explique Kiefer Sutherland. C'est que leur espèce meurt et ils pensent que en trouvant le concept de l'âme humaine, ce qui fait que les humains sont ce qu'ils sont, ils pourront se connecter à cette personne-là et arriver à perpétuer leur race, quoi. Comment exactement, je ne sais pas, mais je le vois pas comme un plot hole. Hein. Ils pensent pouvoir faire en sorte de sauver leur race comme ça en étudiant l'humain. Il doit y avoir beaucoup de choses à en tirer. Là, j'ai pas forcément le cerveau en état, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à en tirer. D'accord. Il y avait aussi une idée, comme le film joue beaucoup sur la quête identitaire et sur les souvenirs, quand le fait que justement Monsieur Ma, en fait, le docteur joué par Kiefer Sutherland, pas qu'il y a un côté trahison, mais en fait il travaille pour ces gens-là, et qu'en fait il y a ce jeu pour utiliser les souvenirs de John Murdoch pour être capable de le retrouver. Et justement, en fait, on a ce personnage avec ses coéquipiers qui en fait vont à différents endroits de ses souvenirs pour essayer donc la prostituée, l'hôtel, le commissariat, sa femme, à différents endroits pour jouer. Il y a un jeu de mémoire visuel qui m'a beaucoup qui m'a beaucoup marqué au niveau de la narration, sans en faire des caisses au niveau de sa dimension mythologique, mais voilà, de jouer vraiment sur les flashbacks, les visuels. Je trouve que
ça reste efficace dans le montage. Au niveau d'Alex Proyas, comme tu avais déjà vu certains de ses films, qu'est-ce qui t'a marqué vraiment au niveau de sa mise en scène, sur comment mettre en valeur vraiment son histoire, que ce soit l'esthétique gothique, on en avait déjà parlé, les multiples les références, le jeu de lumière, mais le fait qu'il arrive à marier si bien le mélange des genres pour créer cet univers. Bah, je sais pas, j'ai l'impression qu'il fait en sorte que son film n'est pas pour Dark City n'est pas à s'excuser d'exister, quoi. Il assume vraiment tout et il a décidé d'en faire quelque chose d'entièrement personnel, et aussi bien par le cut, j'avais jamais vraiment fait attention au montage jusqu'à la dernière fois où je l'ai vu, où là je me suis rendu compte que ouais, il lui donne une progression très linéaire, mais en même temps sans lui donner beaucoup de sens, ce qui fait que toi-même t'es perdu avec John Murdock en fait au début, Ouais. qui connaît même pas son nom, qui est presque obligé de le deviner, et qui n'est pas. Les multiples pistes de réflexion un petit peu aussi, et quand on parlait un petit peu de son rapport, de son lien avec Matrix, on parlait beaucoup forcément de l'œuvre de, je sais plus comment il s'appelle, cet écrivain qui a écrit ce bouquin Simulacre, où en fait justement on t'as l'impression que le film aussi, comme Matrix, joue un petit peu en jouant sur comment dire, la réforme d'un univers, en gros le côté reboot. En fait, on joue à chaque fois sur, on reboot une personne plusieurs fois, ou comme tu l'as dit, dans 3 semaines ça peut être un flic, dans 2 semaines ça peut être un cuistot et tout ça. Et en fait, j'ai l'impression que même si tu joues sur les différentes personnalités, je vois pas vraiment en quoi les mutants peuvent en apprendre plus sur l'humain. En fait, je sais pas, en fait, ce qu'ils espèrent trouver, c'est qu'ils font des expériences, mais il s'avère qu'ils tombent sur John Murdock, qui en fait est une mutation. Lui est un mutant, lui c'est une évolution, et il voulait se lier à ce mec, qu'il est capable, comment il s'appelle ça, la syntonisation. Il arrive à faire comme les étrangers, c'est-à-dire à syntoniser, c'est-à-dire qu'il peut contrôler la réalité, contrôler la matière. En gros, il peut créer à la fin, il devient Dieu puisqu'il crée le soleil, quoi, concrètement. Oui. Et en fait, ils peuvent se trouver une individualité, ils pensent pouvoir se trouver une individualité en liant leur esprit collectif au sien. Je pense que ça les aidera à... C'est peut-être le truc qui est pas bien expliqué, c'est en quoi est-ce qu'ils dégénèrent, ces gens-là. En quoi est-ce que les étrangers dégénèrent. Ça, on ne l'explique pas bien. S'ils ont besoin de se relier à une âme, ils doivent bien être en train de perdre la leur. Peut-être que c'était une race qui était beaucoup moins uniformisée, qui avait pas une mémoire collective avant. Peut-être que c'était quelque chose d'autre, mais ça, ils le développent pas beaucoup. Pour le coup, c'est vrai qu'en plus t'as pas de version féminine de ces mutants. Toi, ne serait-ce que pour se reproduire en fait. Il y en a une, mais je pense pas que ce soit des. Je pense que les corps humains sont des enveloppes. Je crois que les étrangers, c'est vraiment la bestiole qui est à l'intérieur. Ah oui, quand il y en a un, il se fait couper la tête et t'as son truc qui sort, d'accord. Ouais, qui a l'air d'être presque immatériel et qui se matérialise que dans la mort en fait. Et ouais, c'est ça les étrangers. Je pense que les corps sont des enveloppes. C'est vraiment des enveloppes. Quelque chose qui m'avait marqué, c'est qu'ils aiment pas l'eau, mais à aucun moment ça ne sert. Sauf qu'à la toute fin, John Murdock crée de l'eau. C'est le premier truc qu'il crée parce qu'il veut retrouver Shell Beach, qui est la plage de ses souvenirs, enfin ce qu'il a de plus proche d'un souvenir. Et il crée de l'eau. Il entoure la cité d'une couche d'eau qui pourrait être le début d'une nouvelle planète. Concrètement, il pourra peut-être créer une nouvelle planète. Puisqu'il crée le soleil, il peut créer une planète. Et c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas d'eau en fait à Dark City concrètement. C'est qu'ils aiment pas ça, mais je m'attendais à la limite à ce que ce soit un fusil de Chekhov qui serve derrière pour tous les tuer. En fait, pas du tout. Pas du tout. L'eau représente juste ce qu'il n'aime pas, et ça va représenter tout ce qu'aime John Murdock à la fin. Il va inonder littéralement le monde avec ça. C'est pas con. C'était sympa. Non. Même ce beau plan avec à la fin où il voit Jennifer Connelly près d'une sorte de près de la mer en fait. D'ailleurs, c'est un petit peu Requiem for a Dream. Même là, en fait, c'est presque pas logique parce qu'en fait, il arrive à créer une petite jetée qui n'a pas d'issue.
à l'exception de là. Et en fait, quand il ouvre la porte, Jennifer Connelly, elle y est déjà, alors qu'il n'y a aucun moyen par lequel elle aurait pu passer par là. Donc, c'est presque comme s'il avait voulu qu'elle le soit. En soi, peut-être que c'est lui qui a voulu que Jennifer Connelly soit là, alors que c'est plus la Jennifer Connelly qu'il a connue, puisque les étrangers là aussi, ont inversé sa personnalité avant la fin du film. Mais il se redonne une chance, il leur redonne une chance, et comme ils se plaisent quand même manifestement, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose en plus que de la personnalité qui fait qu'on se retrouve ou qu'on se plaît ou qu'on s'apprécie. Il y a peut-être cet atome crochu initial qui effectivement vient de là, en fait, ne vient pas de ce qu'il y a là-dedans, ça vient de là. Et c'était aussi une jolie L'amour, en fait. L'amour, comme c'était la phrase d'accroche de The Crow, l'amour est éternel. Ouais. Bah oui. Une petite question aussi, on est bientôt sur la fin. Au niveau de ta scène vraiment qui t'a le plus marqué dans ce film. Une seule, c'est difficile. À part Jennifer Connelly qui chante. Voilà, magnifique voix. Qu'est-ce qu'elle est belle. Non, j'avoue que j'aime beaucoup la scène où ils détruisent le mur. Oui. C'est l'ultime point de bascule. Je le trouve terrifiant, alors que les étrangers en eux-mêmes sont pas si terrifiants que ça maintenant, mais ils sont inquiétants, mais ils sont pas spécialement terrifiants. Mais j'aime beaucoup quand ils découvrent que c'est foutu, en fait. Tu dis quel échappatoire ils peuvent avoir ces personnages, mais ils en ont pas. Ils sont prisonniers de ce truc-là. Ils sont dans l'espace. Il y a pas d'issue. Et ça, c'est vrai que c'est le moment où j'ai commencé à être waouh. Surtout que t'as William Hurt qui meurt juste derrière en essayant de buter les étrangers. C'était un peu triste parce qu'il avait, lui aussi, il y avait une espèce de petit background qui se formait autour de lui, mais en fait, comme c'est des fausses personnalités qui sont fabriquées, ça n'a pas d'incidence. Mais ça, c'est une scène qui m'avait bien plu, et aussi la première syntonisation dont Murdoch est le témoin. Quand toute la ville s'endort d'un coup. Oui. Ça, c'est excellent. C'est un peu flippant, ça, pour le coup. D'un coup, c'est minuit, et à minuit, tout le monde s'endort. Et il n'y a que lui qui est éveillé, ça marche pas. Et là, en fait, on voit les immeubles qui bougent, on voit les mecs qui volent dans le ciel, qui vont échanger des corps de place, et qui vont... c'est que la scène où il transforme un couple d'ouvriers typiques en bourgeois total, quoi. Le type se plaint qu'il va être viré par son boss et il le transforme en boss qui a viré le mec, quoi. C'est un peu... Ça, c'est un peu une petite pique, c'est assez marrant. J'ai fait, wow, ça, c'est cool. Ouais, la première syntonisation, j'aime beaucoup, ouais. C'est là où tu vois c'est un peu comme regarder un Rubik's Cube se mettre en place au fur et à mesure, quoi. Les mecs sont dans une énigme en constante évolution, quoi. Et comme c'est des personnages qui sont eux aussi en constante évolution par rapport à leur truc, ça, j'aime bien. J'aime bien la discussion qu'il a avec William Hurt quand il arrive à lui faire comprendre que c'est bizarre quand même tout ça, quoi. Genre, quand il lui dit la dernière fois que tu as fait quelque chose pendant la journée, c'était quoi? Et qu'il comprend pas le sens de la question. Il fait, au moment de la journée, quoi. Genre il y a pas un souvenir d'enfance, mais genre il y a 2-3 jours ou la semaine dernière, c'est quoi? Et qu'en fait, il est comme un con et qu'il n'arrive pas, et qu'en fait, il commence à se dire, oui, même quand il dit, c'est où Shell Beach? Oui. Attends, il faut prendre à droite, et puis... C'est pas... tu peux pas t'en souvenir. Hein, tu n'y arrives pas. Et qu'en fait, le mec est vraiment... Tu sens que ça fait un moment qu'il n'a pas dormi, John Murdoch, et qu'il lui dit, ouais, je suis levé depuis des jours, des heures, et en fait, la nuit finit pas. Le soleil, il est où? Ouais. Ça, c'était assez cool, quoi. Et que justement, pour essayer de le convaincre, c'est qu'il utilise ses pouvoirs pour l'éviter un objet. Ouais. J'ai une dernière question, et là, en fait, c'est moi, du coup, je ne sais pas, et je sais pas si toi, peut-être, tu pourras répondre. C'est que, comme j'ai dit, en fait, Dark City a deux versions. Donc, une version cinéma sortie en de 1h35, pardon, et une Director's Cut qui est sortie 10-15 ans après, qui fait 15 minutes en plus. Je voulais savoir quels sont un petit peu les changements, outre cette ouverture avec cette voix off qui un peu trop explicatif dans la version cinéma. Quels sont les autres changements? Parce que moi, comme je t'ai dit, en fait, j'ai juste vu la version Director's Cut. La version cinéma de 98, je ne l'ai pas vue, en fait. C'est beaucoup de dialogues qui me semble qui sont rajoutés. Alors, dans mon souvenir, il me semble qu'il y a la deuxième prostituée chez qui John Murdoch va. Il va se faire arrêter par des flics. Et il y a une prostituée qui vient lui sauver la mise. En faisant genre son client, elle le ramène chez lui. Et puis, celle qui a sa fille. Et voilà, elle a sa fille. En fait, sa fille, je crois, n'est pas dans la version cinéma, par exemple. D'accord. Il y a une scène de dialogue qui est un peu plus longue entre Monsieur Main
et Emma, donc le personnage joué par Jennifer Connelly, quand elle est seule sur la jetée. Oui. Où elle est là, et en fait, lui vient de se faire injecter les souvenirs de John Murdoch. Et il est beaucoup plus rigolo à ce moment-là. Il a plus de sourire, parce qu'il a une petite notion d'humain, donc il sait comment fonctionnent un peu les émotions humaines. Enfin, il sait pas comment elles fonctionnent, mais il cohabite avec. Et il vient la voir, il essaie de lier une conversation. Et la conversation. Et que en fait leur relation à l'amour, c'est à peu près la même chose. Oui, moi aussi j'ai rencontré mon mari ici, tu vois. Le monde est petit. Et j'aime beaucoup cette scène aussi, elle est jolie. Et le dialogue est plus long dans la version longue, il me semble bien. Quand il retrouve la prostituée morte, Jennifer Connelly trouve la petite fille qui était cachée sous le lit et elle a dessiné les étrangers. Ouais. Et il me semble que ça met la puce à l'oreille de Jennifer Connelly à ce moment-là. Ça, elle est pas dans la version cinéma, parce que dans la version longue, elle y est. Pas dans la version cinéma. Et il y a un ou deux dialogues qui sont plus longs, mais alors je n'arriverai pas à les retrouver là de mémoire. D'accord. Là, je n'arriverai pas. Mais c'est les plus importants, c'est effectivement le monologue du début qui n'y est pas. Et qu'est-ce qui met en avant ce monologue au début? En fait, ça explique quoi exactement? Il dit tout de suite que au départ il y avait rien et qu'après il y avait les étrangers. Donc d'entrée de jeu, il te dit que les étrangers sont des aliens qui viennent d'ailleurs, quoi. Concrètement, on sait d'entrée de jeu que ces mecs-là, trop bizarres avec leurs chapeaux et leurs mines bizarres, sont d'une autre planète, alors que concrètement, quand tu regardes le film en director's cut, c'est juste des mecs étranges, et tu sais pas qui c'est, tu sais pas ce qu'ils veulent, et comment ils sont organisés. Tu le sais qu'au bout du premier tiers, à la fin du premier acte du film. Faut attendre ce moment-là. Tandis que moi, au début, dès ce moment-là, je savais ce que c'était, quoi. Je savais à quoi m'en tenir. Et ça développe aussi le fait que justement, en fait, ils peuvent développer cette ville selon leur propre volonté. Est-ce qu'ils mettent ça en avant? Non, d'accord. C'est juste l'origine de ces étrangers. Ils révèlent les étrangers. Ouais. Bah, ça gâche déjà beaucoup la surprise, quoi. Et on sait d'entrée de jeu que le docteur, joué par Kiefer Sutherland, les connaît. On sait donc, puisque c'est le premier personnage qu'on voit du film, c'est lui. Même dans la version director's cut aussi. Au moment où la caméra panne sur lui, il explique je m'appelle le docteur machin. Je crois que ça se passe comme ça. J'ai pas revu la version théâtre depuis longtemps. Ouais. Et où il dit qu'il bosse avec eux, quoi, concrètement. D'accord. Ok. Donc clairement, vaut mieux rester sur la director's cut, hein, clairement. D'autant que s'il y a des gens qui sont allergiques à la VO, elle est intégralement en VF. Ça tombe bien. Je pense qu'on va conclure. Est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter par rapport à Dark City, peut-être si tu as un petit truc à dire pour justement les gens qui n'ont pas vu ce film, pour les motiver à découvrir ce Dark City sorti en 98 et réalisé par Alex Proyas. On s'est peut-être laissé un peu emporter sur les spoilers et sur ces trucs-là, mais je pense que ça reste un film assez mystérieux et que si il faut le voir pour le croire, quoi. Ça reste une curiosité absolue. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de films qui ressemblent à ça aujourd'hui. Il est crépusculaire comme presque aucun autre film ne l'est maintenant. Il est presque artisanal dans la façon dont il est fait. Je le trouve très agréable. Et moi, aujourd'hui, tu me demandes encore quels sont mes 10 films préférés. Dark City est là, quelque part, quoi. D'accord. Voilà. J'aime, comme je l'ai déjà dit, j'aime beaucoup ce qui brasse bien des influences. Aujourd'hui, faut pas faire croire qu'on va créer quelque chose d'entièrement original. Si on aime le cinéma, c'est aussi un peu une lettre ouverte d'amour au cinéma, Dark City. Vu tout ce qui est référence et tout ce qu'il présente et tout ce qui est... Moi, je trouve ça super, quoi. Et j'aime bien les histoires qui tendent à ce qu'un personnage veuille bien assumer son individualité au milieu d'un truc qui est entièrement uniformisé, quoi. Ça reste très actuel, ça, aujourd'hui. C'est un film humaniste, voyez-le. Oui. Alors, je voulais finir un petit peu avec ça, mais vite fait, je sais pas si peut-être tu pourras répondre. C'est que, comme j'ai dit, le film a été un gros échec qui fera du mal énormément à la carrière de Alex Proyas. Est-ce que toi, tu pourrais expliquer cet échec en 98? Pourquoi le film n'a pas rencontré son public? Trop en avance sur son temps, peut-être. Trop cérébral? Trop cérébral, ouais, peut-être trop en avance sur son temps. Pourtant, Matrix aussi, qui a un sujet similaire, lui, par contre, a été un gros carton. Mais il est c'est beaucoup plus un film de divertissement qui a pour lui d'avoir de la castagne, notamment de la vraie castagne. En fait, Dark City est plus un scénario de bande dessinée, quelque part, si tu regardes bien. Ça pourrait plus être un scénario de graphic novel, tu vois, d'un beau graphic novel. Ça pourrait être ça, tandis que Matrix, c'est un film qui lui aussi brasse énormément d'influence et tout, mais qui a plus le côté du divertissement, la baston, et qui a les deux pieds dans l'ère internet, quoi.
qui parle vraiment de ça, qui est quelque chose qui parle vraiment au nouveau public de cinéma de ce moment-là, qui est un public... Le mouvement cyberpunk. Entre les balbutiements, c'est pas les balbutiements d'Internet, mais c'est le moment où Internet commence à vraiment bien être assimilé dans les foyers, et ce cinéma de divertissement grand public, quoi, qui est la première fois où on essaie de cumuler un peu les deux. Il y avait eu des délires encore avec Keanu Reeves, un film qui s'appelait Johnny Mnemonic, qui essayait ce genre de truc, mais pas très réussi. Pareil, peut-être un peu trop cérébral. Et je pense que Matrix a réussi à plus toucher avec ça. Surtout que Keanu Reeves est déjà aussi un visage connu à ce moment-là, qui arrive à être une tête d'affiche, qui est un nom rassurant pour des producteurs, ce que n'était pas Rufus Sewell à ce moment-là. En même temps, quand tu joues... Tu n'auras jamais appris, hein. Je veux dire, Rufus Sewell, c'est un bon acteur, mais il a jamais porté un film sur ses épaules, même après, hein, de toute façon. Non. Il a pas... Alors qu'il a beaucoup de charisme et qu'il est très bien. C'est pas un actionneur, c'est pas un héros comme ça, quoi. Tandis que Keanu Reeves avait déjà fait Speed, il avait déjà fait Dracula, où il a pas un grand rôle, mais il est quand même très important. Il a déjà joué avec des très grands noms. Rufus Sewell a joué avec des grands noms aussi, hein, mais voilà, c'est pas un nom. Je pense, comme ils ont besoin d'un John Doe en quelque sorte, ils ont besoin d'un mec un peu anonyme pour devenir le héros. Et c'est pas on lui dit pas d'entrée de jeu que c'est un élu, on lui dit pas d'entrée de jeu que c'est un dieu en puissance. C'est un mec qui est beaucoup plus perdu que Neo. Neo, on lui dit t'es l'élu, viens là. Je vais t'apprendre à te battre et tout, etc. Il y a le plus c'est plus qui obéit, c'est plus un récit qui obéit au héros de type John Campbell, quoi. Ouais. C'est un récit beaucoup plus initiatique que ne l'est Dark City, qui n'est pas vraiment un récit initiatique, qui est vraiment un récit sur la nature de l'âme et une quête du héros un petit peu, et une quête identitaire, même si par exemple parce que le personnage de William Hurt pourrait être vu un petit peu par la suite comme son mentor, qui va un petit peu parce qu'il le guide pas vraiment, mais il va un petit peu l'aider sur la voie à prendre. C'est plus Kiefer Sutherland, son mentor. Kiefer Sutherland, ouais. Beaucoup ouais, mais pourtant ce personnage, on sait jamais si c'est vraiment un traître ou il est vraiment là pour aider le personnage de John. Il joue les deux jeux parce qu'il a besoin il a pas envie que les étrangers le tuent. Oui. Mais d'un autre côté, il veut se sortir de ça parce qu'il voit tout, lui. Il voit tous les coulisses. Il est sur les deux plans de réalité, sous Dark City et dans Dark City. Donc, il veut se sortir du cycle, quoi. C'est un peu un Morpheus, moins classe, mais c'est un peu un Morpheus. Plus humain. Donc, ok, moi, je peux comprendre. Tu vois, par exemple, Dark City, il serait sorti avec cette volonté ces derniers temps de tout le temps faire des œuvres un petit qui se veulent plus sombres et matures, même si je déteste cette expression. Est-ce que Dark City serait sorti ces 10 dernières années? Peut-être que ça aurait été un carton ou pas? Enfin, pas un carton. Il aurait marché ou pas? Je sais pas, parce que tu sais, il y a 30 ans, on faisait pas du tout les films comme maintenant. Mm-hmm. Je sais pas, ça resterait peut-être une proposition, mais ça aurait probablement été relégué à Netflix ou un truc comme ça, et ça serait passé à la trappe pour d'autres raisons. Aujourd'hui, c'est un film culte. C'est un film culte, Dark City. Si n'importe qui a vu Dark City parmi les cinéphiles, te dira bah oui, voilà, quoi, c'est pas un petit film de rien du tout. Pour moi, c'est un de ces films qui a une vraie curiosité dans sa façon de raconter son histoire et dans son esthétique et dans ses acteurs. Comme il me fait penser à Identity, par exemple, de James Mangold, qui avait aussi cet aspect mystère, mais pas complaisant et pas so Hollywood non plus, quoi. Ouais. Miracle Mile aussi, qui ressemblait un peu à ça. J'aime beaucoup ce genre de petites curiosités qui sont pas des grands films hollywoodiens, mais qui sont un peu entre les deux, entre la série B et le film ambitieux, mais qui a pas trop les moyens de ses ambitions, mais qui reste quand même qui reste quand même au service de son histoire, quoi. Matrix, c'est vrai que ça a très vite dépassé son concept d'histoire pour devenir une licence, et ça a divisé. Bon, les Wachowski avaient prévu dès le début qu'ils voulaient faire une trilogie. Le 4e et le 5e c'est un truc à part, mais c'était prévu dès le départ qu'ils voulaient faire une trilogie avec Matrix. Hein. Oui. Après, ils sont obligés de faire avec les desiderata de production qu'il y a entre deux suites, quoi. Ouais. Forcément, dès qu'il y a du pognon qui a rapporté, les studios disent puis voilà, c'était Warner, quoi. Et que là, c'est New Line. C'est pas les mêmes bonhommes, surtout à l'époque. Au niveau de l'avenir de Dark City, comme j'ai dit, Alex Proyas sur sa chaîne YouTube que personne ne regarde et que peut-être j'espère que les gens auront la curiosité de découvrir son travail, il a fait donc un court-métrage de 20 minutes qui s'appelle Mask of the Evil Apparition,
qui je crois qu'il se passe quelques années après Dark City. Pour moi, j'ai quand même envie de jeter un coup d'œil à ce court métrage. Et donc il y a la production. Alors je sais pas s'il réalisera des épisodes, mais le fait qu'il y ait une série. Alors je sais pas en fait, est-ce que ça va adapter Dark City ou est-ce que ça sera une série qui se passe après le film, je ne sais pas du tout. Mais toi, je sais pas si du coup, avant que je te le dise, tu étais au courant de ce projet-là. Quelles seraient un petit peu tes attentes? Est-ce que tu aimerais justement qu'on retrouve un petit peu l'esthétique ou qu'on essaye un petit peu de se démarquer? Après, vu le titre, vu l'histoire, vaut mieux quand même garder une certaine ligne directrice dans la mise en scène et dans l'imaginaire. Moi, je pense que ce sera un reboot complet. Mhm. Ça va être un portage, si jamais ça se fait. Je pense que ce sera un portage et Parce que Proyas, il est annoncé en tant que producteur, mais on ne sait pas s'il va réaliser des épisodes. Pour l'instant, il n'y a rien qui est annoncé. Pour l'instant, c'est encore en cours de. vu la gueule qu'a pris sa carrière et son cinéma, je veux dire, ça me fera ni chaud ni froid qu'il réalise pas des épisodes, hein, mais initialement, il a écrit le scénar, il me semble, de Dark City, et s'il pouvait au moins être investi à l'écriture, ce serait peut-être un petit plus, quoi. Mais je reste très curieux, je regarderai, mais je pense que l'esthétique sera pas forcément la même. Après, quand tu vois des trucs comme Fallout qui reprennent des très belles esthétiques rétro pour en faire quelque chose de, ce serait super. Mais encore une fois, les effets spéciaux, le truc, tout a changé en fait, tout a changé, plus rien n'est fait pareil. Et je sais qu'avec aujourd'hui l'esthétique de série, elles sont très interchangeables aujourd'hui les esthétiques de série majoritairement, et j'aurais un peu de mal à me dire Dark City, ça va être un truc de ouf au format série, surtout que je connais déjà. Ce qui est sympa dans 1h50 de film, c'est se laisser porter aussi par ce qui va t'apporter pendant ce temps-là, quoi. Est-ce que c'est un concept qui va pouvoir se décliner sur plusieurs saisons? Et je suis pas sûr, quoi. Après, si ça avait été des mecs comme les showrunners en charge d'une série comme comment ça s'appelle? La série avec Harold Perrineau, là, série d'horreur, qui fait beaucoup penser à Lost, qui marche bien. J'ai envie de dire Day, mais c'est pas Day. Je te retrouverai ça. C'est une série qui fonctionne sur le mystère et qui est pas mal. Un truc d'horreur, un peu à la Lost, mais qui est cool. Ça pourrait marcher avec des mecs comme ça, mais je sais pas. Disons que j'ai aucune attente. Déjà, j'attends de voir si le projet se fait. C'est pas From? From, merci. Ah. Provenance en français. Ouais. Si c'est géré un peu comme ça, pourquoi pas, mais Provenance, ça reste une série qui a pas une esthétique que je reconnaîtrais entre 10 000, quoi. Oui. Parce que Dark City, tu me le mets devant les yeux, je fais, je reconnais le truc, quoi. Je pense qu'il est trop symptomatique d'un système de production et d'une époque de comment on faisait les films, quoi. Je pense pas que, moi, je pense que c'est assez rare qu'on puisse refaire une toile de maître. Tu penses qu'on pourrait prendre un réalisateur un petit peu renommé pour adapter cette série? Je veux dire, par exemple, t'as quand même Jordan Peele qui a adapté La Quatrième Dimension, hein. Oui, et qui est pas gueudin d'ailleurs, à mon humble avis, j'ai pas trouvé ça fou. D'autant que c'est pour refaire souvent des histoires qui ont déjà été faites. Ouais. J'ai pas été très fan, moi, de sa version. Après, à voir. Faut voir qui pourrait bosser dessus, mais je pense pas qu'ils fileront ça à un mec de renommée mondiale ou non, je pense qu'ils fileront ça à un bon showrunner. Et à voir, peut-être un mec comme Jonathan Nolan ou. Oui. Peut-être. J'ai pas encore vu je sais plus s'il a fait de la mise en scène, Jonathan Nolan. Fallout, non. Non, mais enfin, je veux dire, si non, par rapport à Dark City, un réalisateur qui peut qui pourrait ressembler un petit peu au style Proyas, et pourquoi pas voilà, partir sur ce style gothique. Je verrais pas, par exemple, un Del Toro adapter cette série, quoi. Même si, je sais pas si ça l'intéresserait, quoi. Même si je pense qu'il pourrait se lier parfaitement. Mais bon, on verra pour la suite. Pour l'instant, on a encore peu d'infos, donc de toute façon. Je reste ouvert, mais j'ai pas d'attente. Ouais. Écoutez, c'est ainsi qu'on va conclure cet entretien ciné. On est presque à 1h50. J'espère qu'avec tout ce qu'on a développé, j'espère que ça vous motivera à découvrir ou à redécouvrir donc ce petit bijou qui est Dark City, réalisé par malheureusement le très peu, un petit peu oublié Alex Proyas, qui aurait mérité une meilleure carrière, mais bon, voilà, les aléas du cinéma. Je remercie Arnold de la chaîne La Grande Entrée d'avoir été présent pour cet entretien ciné. C'était vraiment un plaisir de t'écouter. Et pour les gens qui regardent cette vidéo, je vous encourage, de toute façon ça sera dans la description, à vous abonner à sa chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, vraiment, si vous aimez le cinéma fantastique ou que justement vous connaissez pas et que vous voulez un petit peu développer votre culture, que ce soit cinématographique, littéraire ou autre,
bah n'hésitez pas à regarder ce qu'il fait, ça vaut vraiment le coup. Alors, comme il a dit dès le début, il a fait une petite pause de quelques mois, mais il va bientôt revenir dans le game. Et voilà, il revient. Donc on a hâte de voir ça. Voilà. Merci encore Arnold d'avoir été présent, c'était vraiment super de t'avoir. Toujours un plaisir. Et puis bah écoute, j'espère qu'on va se retrouver prochainement parce que comme j'ai dit, j'ai plein de projets de vidéos, j'ai aussi des lives qui vont arriver, donc j'espère te voir revenir sur la chaîne très rapidement. Merci à toi. Merci à toi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, allez voir des films.